Aujourd'hui, notre argent, il est en train de détruire notre futur. Tu as levé, en tout cas, en premier tour en Serie A, tu as levé 10 millions là récemment. De laisser un monde qui est meilleur quand on voit tous les problèmes qu'on peut déjà avoir. Qui est d'ailleurs, je crois, en fait, une école en fait top niveau, high level, en tout cas, Ouais, dans ce qui se fait de mieux, hein. Ils avaient un intérêt qui était fort pour le sujet, mais ils se sont formés sur le tas. J'avais 18 ans, je voulais m'amuser, mais j'avais quand même besoin d'avoir un petit côté business. Où en fait, il y a beaucoup de greenwashing en fait. On doit être à quasiment 8000 fonds analysés depuis le début de Goodvest. Là, on a un vrai impact parce qu'on fait changer des fonds qui gèrent parfois des centaines de millions, parfois des milliards d'euros. On fait changer vraiment leur position. Est-ce que toi, c'était une belle opportunité de business ou alors en fait, t'es parti en guerre et t'es en mission? On met un euro dans la machine et boum, ça nous amène des clients. Quand tu sais que tu recrutes correctement la bonne personne, à l'odeur, c'est-à-dire que le mec qui vient bien parfumer, ça marche, ou qui a mis du déo, c'est ça? Est-ce qu'on est obligé de lever des fonds pour arriver à se développer? Pour toi, c'est des véritables enjeux en fait de se dire qu'il faut que tu choisisses tes partenaires. À la fois, en fait, aussi, il faut que tu choisisses tes clients parce que tu pourras avoir des clients, en tout cas, un peu sulfureux. Comment t'arrives à faire en sorte que tes clients et les fonds dans lesquels tu investis, ou en tout cas on investit quand on est client chez Goodwest, euh, ça soit les bonnes personnes. Bah, les clients, c'est des particuliers, donc on ne va pas discriminer un particulier s'il veut investir de manière éco-responsable, même si à côté, il travaille chez Total Energies, tu vois, ou dans n'importe quelle boîte. D'ailleurs, on a pas mal de clients qui sont en fait des salariés d'entreprises qui ne sont pas les meilleurs élèves en Ok. termes de pollution et qui essaient de compenser par leurs engagements sur le plan personnel, donc en ayant une voiture électrique, en essayant de prendre plus le train et en faisant travailler leur épargne de manière éco-responsable. Donc on ne fait pas de sélection, on fait beaucoup de sélection sur le côté là où on investit, Ouais. ce qui nous demande un travail énorme. Alors si on devait en plus sélectionner les clients, et puis on a entre 400 et 700 nouveaux clients par mois, si on Ok. devait en plus les analyser un par un, ça serait compliqué. On doit déjà les analyser sur le plan lutte contre le blanchiment d'argent et Ok. financement de terrorisme, parce que c'est la loi. Il faut qu'on vérifie l'origine des fonds Ok. qu'on gère, mais on ne va pas commencer à analyser leur engagement personnel, dans quelle boîte ils travaillent. Non, ce serait trop complexe. Mais par contre, ça veut dire que quand même, malgré tout, en fait, il y a une forme de pédagogie. Tu leur expliques en fait le sujet quand ils arrivent chez toi. Comment on fait de l'acquisition de ces clients-là? Parce que euh, d'ailleurs, c'est peut-être une des questions que je voulais te poser un peu après, mais on commence un peu de travers, c'est pas grave. Mais en fait, il y a un vrai sujet. Le podcast, il s'appelle Build. Et en fait, moi, je suis un passionné de croissance. Et en fait, est-ce que la croissance, est ce que tu fais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois que tu as 100 millions sous gestion, c'est Ouais, ça? exactement. Tu as levé, en tout cas, en premier tour en Serie A, tu as levé 10 millions là récemment. Tu avais fait déjà un site imprécis, c'est ça, hein? Exactement, ouais. Tu On me a fait disais 2 tout à l'heure. millions, puis 10 millions, Ouais. exactement. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une vraie logique de croissance. Est-ce que c'est pas antinomique en fait avec, tu vois, quand on a un vrai engagement écologique, justement, qui prêche parfois la décroissance, d'être d'une logique de croissance dans sa boîte. Bah, tous les scientifiques sont d'accord. Si on veut effectuer la transition écologique, on a besoin de milliers de milliards mobilisés chaque année dans le monde pour décarboner l'énergie, le transport, toutes les entreprises, tous les secteurs ont besoin de se décarboner. Donc il y a besoin d'énormément de capital qui est investi. Donc aujourd'hui, il n'y a clairement pas encore suffisamment d'argent qui est investi. Et donc, plus on aura sous gestion chez Goodvest, tout en respectant notre méthodologie qui est extrêmement exigeante et qui va pousser vraiment à décarboner l'énergie, les transports et tous les secteurs, plus on contribuera de manière timide, parce qu'on est quand même un petit acteur, à la transition écologique. Et donc, non, notre croissance, plus elle est exponentielle, à condition qu'on garde notre ligne directrice, plus elle sera bénéfique pour la transition écologique. Ouais, et pour l'environnement. Exactement. C'est ça, hein. Moi, je t'ai déjà entendu dire qu'effectivement, votre projet, c'est de respecter l'accord de Paris. Donc, c'est baisser, en fait, hein, le pourcentage de gaz à effet de serre, c'est ça. C'était 2%. Tu peux juste 2 degrés, ouais. Ouais, 2 degrés, c'est ça, hein. Exactement. Euh, L'objectif de l'accord de Paris, c'est limiter le réchauffement climatique par rapport à l'ère pré-industrielle à ouais, plus 2 degrés. ok. Là, aujourd'hui, on est déjà à plus 1,2, plus 1,3 degrés. Et les 2 degrés, a priori, ils vont être dépassés. On n'est pas encore, la transition écologique n'est pas suffisamment rapide pour qu'on les respecte. Et donc, nous, aujourd'hui, tous les portefeuilles dans lesquels on investit respectent l'accord de Paris, sont déjà alignés et ont pris les engagements nécessaires pour respecter l'accord de Paris et pas émettre trop d'émissions de CO2. Et on va même plus loin que ça depuis le début de l'année 2023, parce qu'en fait, l'environnement, c'est pas que le climat, c'est pas que le réchauffement climatique, mais c'est aussi la préservation de la faune et de la flore, quelque chose qui nous laisse pas insensibles
même je pense les plus gros climato-sceptiques apprécient quand même d'avoir des beaux paysages, d'avoir une belle faune. Et donc, on a inclus des critères de biodiversité en plus des critères de lutte contre le réchauffement climatique depuis le début de l'année pour que les entreprises et les secteurs dans lesquels on investit aient un impact inférieur sur la biodiversité par rapport à leurs pairs. Je vous arrête 2 minutes. Déjà, merci d'écouter ce podcast. Je suis très heureux en fait de vous faire partager des invités d'exception qui nous partagent toutes leurs recettes pour progresser. On a à cœur avec mon équipe en fait de pouvoir inviter toujours des gens qui sont le plus inspirants possible. Et pour ça, on a besoin de vous pour progresser. On a besoin que vous mettiez 5 étoiles et on a besoin que vous mettiez un like et que vous vous abonniez. Je vous dis encore une fois merci et on repart pour apprendre. Moi, on va reprendre au début et après je vais te demander de te présenter, mais je voulais quand même te poser une question. C'est-à-dire que euh, l'argent en France, on n'arrête pas d'entendre que ça sent mauvais. Que d'en gagner, c'est pas forcément une bonne chose. Toi, en fait, ton travail, c'est de gérer de l'argent pour développer des projets, en tout cas, qui soient dans une logique éco-responsable et de pousser des projets verts, etc. Ça, j'ai bien compris par rapport à ça. Est-ce que toi, je connais déjà le bout de la réponse, mais est-ce que toi, c'était une belle opportunité de business ou alors, en fait, t'es parti en guerre et t'es en mission Écoute, honnêtement, les deux. Je vais Ok. pas te mentir, moi je suis quelqu'un de très transparent et donc je dis vraiment ce que je pense, c'est les deux. Moi j'ai toujours voulu créer ma boîte et j'ai toujours voulu créer une boîte qui a un impact positif parce que je pense que c'est important pour ma génération et pour tout le monde en fait, de laisser un monde qui est meilleur quand on voit tous les problèmes qu'on peut déjà avoir de guerre, de famine dans le monde. Il faut que notre business il ait au moins pas un impact négatif et si possible plutôt un impact positif. Donc j'ai la volonté de créer un business. Je suis quelqu'un d'ambitieux, donc oui, la croissance, j'aime ça, mais il faut que ce soit une croissance qui soit responsable et qui apporte quelque chose. Et effectivement, c'est important de répondre à un vrai problème. Et le vrai problème qu'on adresse, c'est que aujourd'hui, notre argent, il est en train de détruire notre futur, alors qu'on épargne et on investit pour préparer notre futur. Donc il y a un petit contresens là. Ouais, carrément, c'est assez dingue. Ouais, je suis assez d'accord Et avec toi. donc, il faut que, en préparant notre futur, on essaye de l'améliorer et pas de le détruire. Et donc, c'est là que l'idée de Goodvest est née et c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours. Et toi, comment tu as le déclic en fait pour créer cette boîte, Good West? Tu vas nous expliquer un petit peu dans le détail ce que tu fais tout Clairement. à l'heure. Mais en fait, c'est quoi qui fait le déclic de ça? Si tu peux nous parler de 2 minutes de ton parcours, mais peut-être qu'avant avant de commencer là-dessus, si on doit te présenter, Joseph, comment on te présente ou comment t'aimerais qu'on te présente? Aujourd'hui, écoute, j'essaie de rester humble. Donc, j'ai 27 ans. Voilà, j'ai grandi en région parisienne. J'ai créé Goodvest juste à la suite de mes études. J'ai jamais Ok. eu de CDI. Ok. Ça m'amuse parfois de le dire. Et donc, j'ai créé Goodvest à 23 ans. Pendant mon master et pendant le Covid et pendant le confinement, où je pense que la prise de recul, elle a aidé notamment dans l'idée Goodvest. Et le fait qu'on parle beaucoup d'épargne pendant le confinement parce que personne ne pouvait dépenser son épargne, tout le monde était bloqué chez soi. Et donc j'ai créé Goodvest et aujourd'hui Goodvest c'est effectivement on a pris 1 an à lancer le premier produit, puis ensuite ça fait 3 ans que le produit est live et donc on a aujourd'hui 100 millions sous gestion, plus de 10 000 clients qui nous font confiance et qui nous ont confié leur épargne et on est une équipe d'environ une trentaine de personnes. Et pourquoi on arrive à monter sa boîte? C'est quoi ton parcours pour ça? Tu disais, moi j'ai toujours eu envie de monter ma boîte. Euh, c'est à quel moment en fait dans ton parcours que tu dis en fait c'est le bon moment de la monter? Donc j'ai entendu que tu disais par rapport au Covid, en tout cas pour cette boîte, la Good West, mais c'est-à-dire que tu n'avais jamais monté de boîte, tu n'as jamais eu de CDI, tu n'as jamais essayé de bosser pour quelqu'un. Donc comment tu fais ton apprentissage? Moi j'ai monté ma première boîte, j'avais 20 ans, juste en sortant de mes études. Et en fait, je savais absolument pas gérer une boîte. Ouais. Que les choses soient claires. Je savais pas ce que c'était un besoin de fonds de roulement. J'avais l'impression que si je faisais de l'acquisition de nouveaux clients, en fait, c'était quelque chose qui allait être magique et qu'en fait, tout le reste allait suivre derrière. Sauf que c'est pas totalement ça. Je savais pas gérer les RH, etc. Enfin, j'ai appris sur le tas et ça a été une expérience incroyable, mais à la fois, ça a été extrêmement difficile. Toi, le passage en te disant, en fait, je vais réussir à monter ma boîte et ça va marcher. Comment tu te fais accompagner? Comment ça marche? Tu m'expliquer un peu? Ouais, alors Goodvest, c'est en fait ma première vraie boîte. C'est pas ma première expérience entrepreneuriale. J'ai commencé en fait vraiment je crois que j'avais même pas 18 ans. Donc j'ai fait un bac S à Paris. Ensuite, je suis parti en Suisse à l'école hôtelière de Lausanne. Ok. Donc une business school qui est orientée vers le secteur de l'accueil. Qui est d'ailleurs, Euh, je crois, en fait, une école en fait top niveau, high level, en tout cas, ouais, dans ce qui se fait de mieux. Hein. c'est Ouais, reconnu tout à parmi fait. les meilleures écoles de commerce en Europe Ouais, et c'est la meilleure école hôtelière du monde si on peut considérer que c'est encore une école hôtelière. ouais.
Ça peut se discuter un petit peu. Et donc, dès le début de mes études, j'ai commencé à entreprendre et ce que j'ai fait, c'était l'organisation d'événements sur Paris. Ok. Très clairement, en fait, c'est des soirées étudiantes Ok. où je mettais. Pourquoi? Parce que tu étais fan de soirée? Parce que Voilà, je tu. pense que j'avais 18 ans, Ok. je voulais m'amuser, mais j'avais quand même besoin d'avoir un petit côté business à Ok. côté. Ok. Donc je me suis dit, autant le faire en ayant une activité. Et donc, je réunissais plein de BDE, donc de bureaux des élèves, de différentes écoles à Paris. Je les mettais ensemble, je louais un lieu et je les mettais ensemble pour faire une soirée. Donc j'en ai fait une bonne vingtaine, voire une trentaine. Puis après, je me suis dit, bon, c'est bon. Mais c'était professionnel ou c'était en fait une forme de. C'était professionnel, ouais. Ah ouais, Je ok, travaillais t'avais avec professionnalisé le truc. je Ok. travaillais avec des agences, Ok. j'avais créé une société, j'avais créé une structure. Et puis, je me suis un petit peu lassé au bout d'une vingtaine. Je me suis dit, bon, bah, c'est bien, mais le milieu de la nuit et l'événementiel, c'est quand même quelque chose de particulier. Puis j'ai aussi vu qu'en fait, il y avait un monopole qui était en train de s'installer à Paris avec Paris Society, qui s'appelait à l'époque le groupe Noctis, Ouais. et qui avait tous les lieux de Paris. Je me suis dit, bon, de toute façon, c'est game over à Paris. Le game, il est plié sur l'événementiel. D'ailleurs, une stratégie incroyable en fait, hein. Dans une industrie qui paraît hyper poussiéreuse, Ouais. en fait, il a réussi à faire quelque chose d'assez dingue avec Paris Society. Moi, je trouve que c'est un parcours assez Impressionnant. fou. Ouais. Impressionnant. Ouais, Vraiment je suis impressionnant. assez d'accord avec toi. Et ils ont été rachetés par le groupe Accor Ouais. à 100%. Ils ont pivoté, enfin ils n'ont pas pivoté, mais ils ont laissé un peu le milieu des boîtes de nuit pour se concentrer vraiment sur la restauration, Mm. et ça les a fait encore plus exploser. Ouais. Et c'est ça qui les a peut-être aidés à avoir Accor, parce que Accor n'aurait pas racheté un groupe de boîtes de nuit, Ouais, je pense. complètement, ouais, tout à fait. Ouais. Et En tout donc, cas, c'était sulfureux, donc c'est vrai il y a un sujet, il y avait un sujet autour de ça. Et je clairement, pense que tu as raison, ce qui a rassuré Accor, c'est le fait qu'il y ait des restaurants et les restaurants les mieux placés de Paris, parce que ça, c'est ils la avaient les réalité. meilleurs spots de Ouais, Paris, incroyable. toujours, Ouais. et maintenant même partout dans le monde. Donc, Ouais. super impressionnant. Et d'ailleurs, donc c'est Laurent de Gourcuff et pas mal d'autres entrepreneurs qui m'ont pas mal inspiré et qui m'ont dit, en fait, ce qui t'intéresse, Joseph, c'est pas l'événementiel. Toi, tu c'est l'as rencontré vraiment à ce moment-là l'entrepreneuriat. quand tu faisais des soirées? Moi, je ne l'ai pas rencontré, non. Ok, J'ai rencontré des d'accord. membres de son équipe, mais je ne l'ai Ok, pas rencontré. d'accord. Mais forcément, je le suivais et c'était un exemple d'entrepreneur. Parce qu'il a démarré très tôt, hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Il a démarré, il avait 16 ans, je Ouais. pense. Donc je me dis, en fait, c'est possible. Et donc, je me suis dit, bon, l'événementiel, c'est bon, j'ai fait le tour. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est pas l'événementiel, c'est vraiment de créer ma boîte. Donc, après Lausanne, j'avais 22 ans, je me suis dit, bon, je me sens que c'est un petit peu tôt encore. Je vais faire un master. Et donc, j'ai fait le master XHEC Entrepreneur, Ok. qui a qui a beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi derrière et qui ont créé des très belles boîtes. Et Et qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que c'est parce qu'en fait, on te donne la secrète sauce pour être un bon entrepreneur? Ou est-ce que parce que tu as déjà cette dynamique pour y rentrer et qui fait que, en fait, quelque part, c'est un accélérateur, mais il faut déjà avoir les bases? C'est quoi, tu dirais, toi? c'est les deux. Bah, effectivement, ils font une bonne sélection parce qu'ils arrivent à présélectionner quand même les personnalités qui peuvent faire des bons entrepreneurs, même Ok. si bon, voilà, c'est un process de sélection, donc tu peux complètement te rater. Tu peux rater aussi des très bons profils qui, au final, sont devenus des super entrepreneurs bien et qui sûr. ont été refusés sur ce master. Le réseau, il est incroyable. Il y a une mailing list, des Slack avec tous les anciens du programme, donc il y a des milliers d'entrepreneurs dedans. C'est un label aussi, ça apporte de la crédibilité. Et Ok. ils te donnent effectivement les clés et ils te font gagner un temps fou sur la création de ta boîte. Tu vois. Je pense que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas d'expérience et qui vont faire les étapes une par une et vraiment prendre leur temps, et au final qui lancent leur projet au bout de 2, 3, 4 ans. En fait, là-bas, ils disent non, faut vraiment commencer par générer de l'attraction avant de développer le produit. C'est fake it until you make it. Ok. Et donc, faut tout faire en même temps. Et Ok. donc, on a tout fait en même temps. On a commencé dès le début à créer une communauté. On a commencé à discuter avec des partenaires assureurs pour monter le produit. On Donc a toi, tu levé étais des déjà fonds. en fait en incubation en fait de ta boîte de Good West à ce moment-là. C'est-à-dire que tu te dis en fait quand tu rentres dans cet accélérateur, tu te dis en fait moi j'ai déjà mon projet et donc quelque part je vais déjà le tester, c'est ça? Alors, j'avais pas le projet au début du master. Ok. J'avais certains secteurs qui m'intéressaient. Donc, je savais que je voulais créer un business à impact. L'hôtellerie, la restauration, ça m'intéressait quand même pas mal. L'investissement aussi. Il y avait d'autres secteurs qui pouvaient m'intéresser. Et j'ai travaillé sur différents projets, toujours Ok. avec un impact positif pendant le master, jusqu'au Covid qui est arrivé en mars, et au confinement, et où on parlait beaucoup d'épargne, où je suis tombé sur plusieurs articles de presse qui parlaient de l'impact négatif de Ouais. l'épargne, des rapports d'ONG. Et je me suis dit, en fait, les gens en France, ils savent pas où investir, ils n'ont pas confiance en leurs banquiers et en leurs conseillers de gestion de patrimoine.
Ils sont perdus. En plus, ça détruit le climat, alors qu'ils aimeraient que ce soit utilisé pour financer des projets à impact positif. Il faut créer un acteur qui va les accompagner, qui va leur expliquer comment ça fonctionne, qui va être transparent et qui va les aider à construire leur futur en construisant un futur qui est durable, quoi. Et à la fois que tu es, enfin, moi je te trouve très chaud parce que tu vas sur un marché sur lequel aujourd'hui on est les champions du monde de l'épargne en France. Donc en fait, on n'a pas forcément cette logique-là de dire qu'en fait on va aller placer son argent, etc. On a l'habitude de le mettre sur le livret A et Ouais. puis attendre que les choses se passent ou sur les assurances vie, on en parlera tout à l'heure, parce que je sais que tu fais ça aussi. Mais en tout cas, d'éduquer en B2C une clientèle sur des sujets d'environnement, c'est en vrai un challenge incroyable que tu t'es donné sur un secteur qui en plus fait un peu peur aux kidam lambda, c'est-à-dire l'investissement financier, etc., quoi. Et donc ça, tu dis, bah, c'est pas grave, vas-y, j'y vais quand même, j'opère. Ou tu avais conscience quand même de ces difficultés? Non, j'avais complètement conscience de ces difficultés. Au début, quand tu crées un projet, tout le monde te dit ça va pas marcher, tu n'y arriveras jamais. Il y a tel acteur. Ils ont été lancés il y a déjà 5-6 ans, ils décollent pas. Ils ont levé énormément d'argent et puis ça marche pas. Il y a tel projet, ils ont carrément fermé. Et donc j'avais conscience du problème, mais je pense que c'était en fait une opportunité, le fait qu'il y ait besoin de plus de connaissances financières en France Ouais. et que les épargnants français aient vraiment besoin qu'on leur apprenne ce que c'est que l'investissement, etc. Donc en fait, la création de contenu, c'est un énorme axe d'acquisition pour nous. Et donc, on a essayé d'en faire une opportunité, expliquer aux Français, en fait, votre argent, l'argent, qu'est-ce qu'il finance, comment est-ce que ça marche. Et ça Ouais. intéresse de plus en plus les gens depuis le Covid, surtout les jeunes, mais tout le monde s'intéresse de plus en plus à ce que fait son argent. Et donc, on crée du contenu là-dessus, on leur explique, et en fait, ça suffit pour les convaincre. Parce Ouais, qu'une fois d'accord, qu'ils ok. comprennent comment les plus gros freins, il y a pas mal d'enquêtes qui ont été faites sur le sujet, les plus gros freins à l'investissement, c'est pas la peur de tout perdre, c'est en fait le manque de connaissances et Hmm. la complexité des produits financiers. Mais en fait, si on leur explique comment ça fonctionne, le deuxième frein qui est la peur de tout perdre, eh ben, il disparaît parce qu'on sait Hmm. comment ça fonctionne et on sait qu'on peut pas tout perdre à moins de faire vraiment n'importe quoi et de Ouais. tout mettre sur une action qui va tomber, ce qu'il faut surtout Et pas puis faire. c'est vrai, là où tu as raison, c'est qu'en fait, en France, on n'a pas du tout d'éducation financière. Il n'y a pas de cours justement sur la finance. Ma fille, elle a commencé ses études cette année euh, en Angleterre et en fait, elle a des cours de finance, des cours de finance perso, etc. Donc c'est rigolo parce elle me pose des questions, etc. sur ses cours. Et en fait, c'est assez incroyable. Elle est au lycée, hein. Elle fait son lycée là-bas. Et en fait, là-bas, en fait, on t'explique ce que c'est l'actionnariat, on t'explique comment on gère ses finances perso, on t'explique les placements. Ce qui fait complètement une grande différence avec ce qui se fait en France. Ouais. Et pour le coup, en France, on a un vrai retard par rapport à C'est un ça. vrai problème, Donc, tu hein. as, un job, mais qui est un job très différent que celui de gérer de l'argent, qui est celui déjà de faire de la pédagogie. C'est pour ça que je te dis que c'est un challenge assez incroyable que tu t'es fixé. Et puis, il y a une question que je voulais te poser, et c'est pour ça aussi que j'avais vraiment envie de te recevoir, c'est parce que aujourd'hui, ton parcours de croissance avec Goodvest, il est incroyable, moi, je trouve. C'est-à-dire, Covid, c'est hyper trashos quand même ce qui se Mm. passe de partout. Et en fait, de là, tu arrives à lever des fonds et surtout, tu as 100 millions sous gestion. Comment on fait pour ça, là? Comment on fait pour arriver à passer de 0 à 100 en quelques années? Et nous, on a deux axes de croissance. Et c'est ça qui est fantastique dans notre business. Et c'est ça aussi qui a réussi à convaincre des fonds. C'est qu'on a deux levées de croissance. Le premier, bien sûr, c'est d'acquérir de nouveaux clients. Et le deuxième, qui devient de plus en plus important et qui va devenir un jour plus important qu'acquérir des nouveaux clients, c'est réussir à développer nos clients. Ça veut dire qu'au premier jour, ils vont nous confier en moyenne 9-10 000 euros. Et ben, en fait, il faut qu'au bout d'un an, on n'ait plus 9 000 euros en gestion, mais 15 000, 20 000, parce qu'ils reversent tous les mois automatiquement, ou parce que ils ont aimé l'expérience chez Goodvest, ils sont contents de la performance, ils sont contents des projets qu'ils financent, et ils se disent, en fait, ça se passe bien. Mon autre assurance vie dans ma banque de l'agence voisine, elle performe pas, je comprends rien, mon banquier me répond pas, j'en ai marre, je la ferme, je mets tout chez Goodvest. Et c'est ça vraiment le plus gros challenge. Et c'est comme ça qu'on arrive aussi à grossir si vite. On a fait plus de 7 millions d'euros de collecte au mois de juillet. En Ouais, fait, il y incroyable. avait 4 millions d'euros qui venaient des clients existants. Et donc, ça devient presque certains mois un plus gros levier d'acquisition que les nouveaux clients. Et donc, c'est-à-dire que ton pattern de croissance, tu disais, il est sur tes clients déjà existants, là, sur lequel en fait ça se développe. Et comment tu vas chercher des nouveaux clients aujourd'hui sur cette activité-là?
tu disais, par du contenu pédagogique, c'est ça? Et comment tu l'as organisé ça? On a beaucoup de contenu. Nous, on a à peu près 30% de l'acquisition qui vient de partenaires aussi. Ah, ouais, d'accord. Donc, en B2B2C, on a Ok. par exemple un partenariat avec la néobanque verte Helios. Ok. Où on est directement intégré dans leur application. Ils ont aimé la méthodologie qu'on avait, donc ils se sont dit, bon, bah, plutôt que tout créer en partant de zéro, on va faire un partenariat avec Goodvest. Donc, Helios, on a des partenariats avec des cabinets de gestion de patrimoine, Ok. des family office, des comparateurs en ligne, des agrégateurs bancaires comme par exemple Bankin. Donc ça, c'est 30% de l'acquisition. Et le reste, ça va être du direct avec de l'organique et du payant. Donc le payant, bon, bah, c'est ce que tout le monde connaît, hein, ça va être de la publicité en ligne et hors ligne, mais ça coûte cher. Ouais, bien sûr. Et donc c'est pour ça qu'on s'appuie aussi sur les partenariats et sur la création de contenu Ok. qui en fait, certes, coûte un peu d'argent parce que ça coûte de l'argent de créer du contenu, mais ça reste dans le temps et ça génère plus de confiance que simplement de la pub où en fait on est vraiment tout le temps en tant que particulier arrosé de publicité tout le temps. On sait que les messages sont pas forcément toujours vrais et donc c'est pas suffisant pour faire de l'acquisition et pour limiter les coûts. Il faut aussi faire du contenu et nous c'est en plus quelque chose qui nous permet de les convertir derrière en clients et pas seulement en lead qui connaît Hmm. Goodvest, quoi. Ouais, d'ailleurs, sur ce sujet d'acquisition de clients et de partenariat, tu es sur un marché en fait où il y a. Moi, si je me fais taper dessus, c'est pas grave si c'est moi qui me fais taper dessus. Vas-y, vas-y. Où en fait, il y a beaucoup de greenwashing en fait. On s'achète aussi beaucoup. Euh, on s'approprie les bonnes initiatives. En tout cas, moi, je vois beaucoup d'entreprises, même si on n'en cite pas, mais qui s'approprient des On peut y initiatives aller, hein, de jeunes, il de faut. jeunes fintech, etc. Tu vois, bah, je vais te laisser le faire. Euh, sur le fait de se dire qu'en fait, voilà, nous aussi, on fait des choses à impact, on fait des choses à mission, et bien sûr que nous aussi, on est dans une logique de préservation de l'environnement, etc. Euh, Comment tu fais pour te prémunir de ça et justement d'être euh, euh, un véritable acteur quand on fait les choses bien? Moi, je trouve que c'est toujours très difficile en fait quand on fait les choses bien qu'on soit en concurrence avec des gens qui le font pas bien et qui, pour le coup, en fait, font du mal à ton industrie. C'est un vrai problème parce que le secteur de la finance, de base, a une mauvaise image, même sans Ouais, parler ouais, tout à fait, ouais. de Entièrement transition d'accord. écologique. Donc, avoir une bonne image, c'est pas si compliqué que ça, en fait, quand on part du secteur de la finance où, de base, Mm. tous les acteurs ont une mauvaise image. Donc, on crée une marque qui est nouvelle, qui est jeune. Et dès le début, on s'est dit, on a deux piliers. C'est une approche scientifique et transparente. Et en fait, si tu es scientifique et donc tu te bases sur la science, tu te bases sur des chiffres Ok. et qu'en plus tu es transparent, tu ne peux pas faire de greenwashing. Ça n'existe pas. Parce que le greenwashing, ça veut dire te vendre plus vert que tu ne l'es. Si tu te bases sur des chiffres, je dis, ok, juste mes portefeuilles, ils ont telle trajectoire de réchauffement climatique. Et voici exactement comment est-ce qu'on calcule cette trajectoire de réchauffement climatique, comment est-ce qu'on construit notre méthodologie. On dit juste, on ne dit pas on est vert, hein. On dit voilà comment est-ce qu'on fait. Ok. Et de là, le raisonnement de l'épargnant dit ok, bah oui, donc c'est une méthodologie qui effectivement respecte l'accord de Paris, exclut les énergies fossiles, et c'est pas juste, on propose une solution d'épargne verte comme tout le monde Donc toi, fait ça veut dire aujourd'hui, qu'en quoi. fait, ça te coûte déjà plus cher de faire ce travail de fond que tes concurrents, en fait, qui sont pas dans une logique d'investissement vert, parce que toi, tu es obligé de faire un travail déjà en amont, de faire passer en fait les fonds sur lesquels on peut investir dans une espèce de tamis, en tout cas, pour que tu sortes les bons fonds derrière. C'est ça. Donc toi, il y a déjà un travail au départ qui est Complètement. important là-dessus. Euh, tu as une équipe qui fait que ça, qui On va a une chercher les équipe qui fonds. fait que Ouais. ça, Ok. exactement. On a une équipe de 4 personnes Ouais. qui fait que l'analyse et la Ok. gestion des investissements. Et t'en trouves en vrai? Ou est-ce que pour de vrai ça existe? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que ça manque? Euh, Comme talent, ouais, ben, on en trouve. Après, c'est un métier qui est nouveau, hein. ouais, c'est pour ça que je te pose cette question. Ouais. Donc clairement, ils se sont formés. Ils avaient un intérêt qui était fort pour le sujet, mais ils se sont formés sur le tas. Et en fait, nous, on est en amont sur la réglementation, tu vois. Donc, c'est nous, on drive presque Ok, l'industrie. Il y a un produit qui a été lancé là en juillet qui s'appelle le plan d'épargne avenir climat, qui est ok, une sorte de nouveau produit d'épargne. Quand il a été lancé, Bercy nous a appelés, il a fait plusieurs calls avec nous pour nous demander notre avis et éventuellement s'appuyer sur nos insights et nos idées pour construire le produit. ok. Donc on est vraiment pionnier dans l'industrie
et donc on participe à définir un petit peu Ouais. les standards en Donc tu fais termes bouger d'investissement les lignes responsable. de ce marché, en tout cas. Complètement. Heu, Enfin, via notre impact, via ce qui est financé, mais aussi en ouais. donnant, en montrant un peu l'exemple, entre guillemets, à certains secteurs. Ouais. Donc ça veut dire que, tes équipes, en tout cas qui gèrent ces sujets-là, aujourd'hui, tu disais qu'ils sont formés sur le tas, mais tu arrives à en trouver, donc c'est cette nouvelle génération qui te ressemble, en fait, sur lequel il faut qu'on ait du sens dans ce qu'on fait et cetera. Moi, je trouve ça hyper intéressant, c'est passionnant et les fonds, eux, qui vont sourcer, il y en a pour de vrai, j'imagine s'ils sont chez toi, Ouais. mais il y en a beaucoup, ou alors c'est quelque chose qui est difficile aussi à trouver, comme les talents? C'est difficile, hein. Nous, on a analysé des milliers et des milliers de fonds. Ah ouais? On doit être à quasiment 8000 fonds analysés depuis le début de Goodvest. Donc c'est énorme. Et ce que tu analyses au départ, c'est que déjà, en fait, tu as une approche en te disant, en fait, eux, peut-être qu'ils font des choses qui peuvent correspondre. Donc, ça veut dire qu'en vrai, tous ceux que tu analyses, il y en a que très peu qui répondent à un vrai sujet vert, quoi. Complètement. C'est fou, ça. Et de base, même les fonds qui ont une communication, tu vois, qui va être ESG, Ouais, ISR, donc durable, il y en a très peu qui excluent les énergies fossiles. ok. Et très souvent même, c'est la première pondération du fonds. Tu as Incroyable. beaucoup de fonds ESG et la première ligne, c'est Total Energies. Et ça, comment tu l'expliques? C'est parce que c'est rassurant, c'est fiable. Pourquoi? Ouais, c'est vraiment une bonne question. C'est parce que c'est une très grosse capitalisation française, Total Ok. Energies. Pendant un petit bout de temps même, ça a été la première capitalisation française. Et donc, forcément, elle est surreprésentée dans les fonds, ce qui fait qu'elle arrive en premier, vu qu'il n'exclut pas ce secteur. Ouais. Et voilà. Et l'argument, ça va être oui, mais bon, Total évolue lentement, mais sûrement, et on aura toujours besoin d'eux, etc. Oui, mais on peut pas vendre ce fonds vert Ok. si on met cet acteur en première position, à moins qu'on soit vraiment un fonds activiste Ok. et qu'on aille aux assemblées générales et qu'on cherche à renverser la balance et à complètement changer la direction de Total, ce que ces fonds ne font pas aujourd'hui Ouais, ok. et n'ont pas la capacité de faire parce que c'est trop gros, en Ouais. fait. Et il y a pas des fonds d'ailleurs, c'est intéressant, il y a pas des fonds qui prennent contact avec toi en disant en fait, «Est-ce que vous pouvez nous aider, en fait, à transformer notre modèle?» Alors, il y a beaucoup de fonds qui prennent contact avec nous pour qu'on pour qu'on investisse chez OK. eux. Ça, c'est sûr. Mais on leur fait toujours un feedback, on leur explique toujours. C'est partie de notre rôle un peu d'essayer de changer Ouais. l'industrie. Quand on a un fonds qui passe pas, on leur dit pas juste non, non, on va pas investir dans votre fonds. On leur dit ok, ce fonds, on l'a analysé. Voilà, pour telle raison, on va pas investir dedans. OK. Et parfois, ça fait bouger les lignes. Ça veut dire qu'on a déjà des fonds qui sont revenus vers nous 6 mois, un an après en disant ok, on a entendu vos points. Et ben, on a fait quelques changements. Voici les modifications qu'on a faites. Est-ce que c'est suffisant pour Ouais, c'est vous? cool. Et Ouais, donc, bah, là, on se carrément. dit, là, on a un vrai impact parce qu'on fait changer des fonds qui gèrent parfois des centaines de millions, parfois des milliards d'euros. On fait changer vraiment leur position. Et donc ça, c'est un point qui est central. Et d'ailleurs, c'est pas la suite logique en fait, de Good West de dire en fait, «Je deviens aussi un fonds quelque part?» C'est quelque chose, auquel tu travailles ou en tout cas qui t'intéresse, non? Tu es dans quelle dynamique par rapport à ça? C'est quelque chose qui nous intéresse vraiment parce qu'aujourd'hui, on est tributaire quand même de ce qui existe. Et Ouais. même si on trouve des fonds qui sont durables, on aimerait toujours aller plus loin. On trouve toujours quelque Ouais, chose ouais. à redire. Et nos clients aussi parce qu'ils sont très exigeants. Ouais, ouais. Et donc, on aimerait bien aller plus loin. Après, on veut y aller vraiment étape par étape et on ne peut pas tout faire. Voilà, Rome ne s'est pas construite en un jour. Ouais. Donc, on y va étape par étape. On essaie de se faire connaître. On commence à avoir des clients. On commence à avoir du montant sous gestion. Et là, ça va commencer un jour à devenir utile d'avoir un fonds. Parce que si on crée un fonds et pour qu'il y ait 500 000 euros sous gestion, bah, en plus, sur le marché du côté, ça a aucun sens, on Ouais. n'aura aucun impact. Et donc là, on commence à grossir et on commence à travailler sur un fonds, OK. sûrement en partenariat avec une société de gestion, parce qu'on ne veut pas avoir toute la lourdeur administrative de devenir société de gestion dès le début, mais on va pouvoir co-construire et co-gérer ce fonds OK. avec nos propres critères, avec une société de gestion qui est pionnière dans l'impact. Et un jour, sur le moyen long terme, je pense que oui, ça fera sens de lancer nos propres fonds. OK. Après, moi, j'aimerais bien qu'on reste toujours en architecture ouverte. Je pense qu'il faut qu'on prenne toujours le meilleur de ce qui existe sur le marché et on ne pourra pas avoir tout le meilleur chez Goodvest. Surtout que la vision, c'est de devenir. D'ailleurs, je te coupe juste, pour qu'on rappelle clairement, en fait, Goodvest, c'est Ouais, quoi? En fait, Good West aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre mission? Si tu peux juste nous rappeler ça en bien 2 sûr, mots et puis nous dire quels sont tes prochains sujets, en tout cas de développement et de croissance. carrément.
Donc Goodvest, on est une plateforme qui permet aux particuliers d'investir leur épargne de manière éco-responsable. Et donc, on a lancé plusieurs produits. On a lancé une assurance vie mineure qui permet aux parents d'investir pour leurs enfants, un plan d'épargne retraite, qui sont tous des produits qui respectent l'accord de Paris, qui excluent les énergies fossiles. Tout est accessible en ligne, tout se fait facilement. On s'adresse vraiment à tous les particuliers, de 300 euros à plusieurs millions d'euros. Donc, on a vraiment tous les particuliers qui peuvent investir avec nous. Et la vision, c'est de devenir la plateforme de tous les investissements éco-responsables. Ok. Donc, on a lancé assurance vie mineure, PER. On a commencé à diversifier les classes d'actifs avec du non-coté, du Ok. financement d'infrastructures vertes, des produits structurés. On va lancer de l'immobilier également, Ok. du private equity. Et donc, Ah ouais, à immobilier et terme, private equity, c'est très intéressant. voilà. Ok. En fait, il faut tout décarboner Ok. dans le secteur de la finance. L'immobilier, on sait que c'est un énorme levier Ouais, d'impact. complètement. Le private equity, bah, c'est ça qui va commencer à créer les pionniers de la transition écologique de demain. Et il y a aujourd'hui une grosse partie de l'économie qui n'est pas cotée également et on a un impact plus direct encore. Et donc, on veut vraiment couvrir tous les besoins d'un particulier qui veut investir de manière durable. Il faut qu'il y ait une solution chez Goodvest qui soit avec la meilleure méthodologie, quoi. C'est Ouais, vraiment ça d'accord, ok, bien, la bien vision. compris. Super intéressant. Euh, on parlait de croissance tout à l'heure, on parlait de croissance de Goodvest. Euh, où est-ce que ça s'arrête, ton projet avec Goodwest? C'est-à-dire que est-ce que tu as des objectifs que tu t'es fixés là, à venir? C'était la première question que je voulais te poser par rapport à ça. Et le deuxième, c'est, on a parlé très rapidement tout à l'heure de tes levées de fonds. Euh, est-ce qu'on est obligé de lever des fonds pour arriver à se développer? Est-ce que c'était une obligation dans ton parcours? Parce que c'est pas arrivé très tôt, en fait. C'est arrivé au bout déjà d'un petit moment, hein, c'est ça, que tu avais Voilà, lancé? première levée de fonds précise. En fait, on a levé des fonds. C'est dès le premier Immédiatement. jour, on a D'accord. levé des fonds Ok. avec des BSAR. Donc, c'est un Ok. truc qui se fait au fur et Ouais. à mesure. C'était pas un gros closing d'un coup. Mais on n'est pas obligé de lever des fonds pour faire une belle boîte. Mais dans Ok. notre secteur, c'est obligatoire. Euh, Pourquoi c'est obligatoire? En fait, on a un modèle de revenu. On génère vraiment du revenu au fur et à mesure. Tu as Ok. certains secteurs, comme par exemple le job d'une agence immobilière, elle va générer le revenu au moment où la transaction elle se fait. Donc, bon, certes, ça prend un peu de temps, mais au bout de 3 à 6 mois, elle encaisse sa commission. Nous, on génère du revenu tout au long de la vie du client chez nous. Et vu que le client investit pas forcément beaucoup au début, mais investit de manière très régulière, et puis au final, plus tard, il aura beaucoup plus d'argent chez nous, bah, la majorité du revenu qu'on va percevoir Hmm. de ce client, elle va être perçue dans 5, 10, peut-être même plus. Ok. Et donc, il faut lancer la machine, il faut faire l'acquisition de clients, et donc on ne peut pas être rentable day one, c'est un investissement sur Ok. le futur, et donc on était obligé de lever des fonds pour lancer Goodvest. Et ça veut dire que, ok, j'ai compris sur la levée de fonds, donc il y a une logique de dilution quand on lève des fonds, en tout cas dans le capital. Et pourquoi pas passer par des prêts bancaires plus classiques plutôt qu'effectivement de lever des fonds? Qu'est-ce qui t'a fait faire le choix? Ah bah on fait les deux, hein. Clairement, on fait les Ok, deux. On allait chercher tous les financements possibles, ok, du financement de business angel, de VC, d'institutionnels. On a levé de la dette aussi auprès de BPI, auprès de banques. On allait chercher des ok. subventions. On a vraiment tout fait. Ça, c'est important de le rappeler parce qu'en fait, on a toujours l'impression qu'en fait, que quand on a besoin de cash pour se développer dans une entreprise, en fait, il y a un seul modèle, soit la levée de fonds, soit la dette bancaire, etc. C'est vachement bien que tu expliques Et que, en très fait, souvent, ils sont dépendants. tout à fait. Ça veut dire qu'on n'aurait pas pu aller lever de la dette auprès de banques. On aurait peut-être obtenu un prêt de 100 000, 200 000 euros, mais avec une boîte qui n'est pas rentable Hmm. et qui avait peu de traction, les banques ne nous auraient pas prêté Ok. d'argent s'il n'y avait pas eu des investisseurs qui étaient prêts à Ouais, bien prendre le sûr, bien risque sûr. et qui avaient analysé le projet en amont, quoi. Et du coup, tes objectifs de rentabilité, tu les as fixés. C'est à quel moment où en fait Goodvest devient rentable et à quel moment en fait le business model, tu pourras dire qu'en fait il a atteint une partie de ses objectifs. Alors, notre objectif, c'est d'être le plus vite rentable hors acquisition marketing. Ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'acquisition marketing, on Ça coûte, met, ouais. on met un euro dans la machine et boum, ça nous amène des clients. Donc, c'est ce qui booste la croissance. Par contre, si on est rentable hors marketing, ça veut dire que le jour au lendemain, on peut fermer le robinet de l'acquisition marketing et là, on Hmm. sera rentable. Donc, la survie de la boîte n'est pas à risque s'il y a un problème, un Covid qui arrive,
quelque chose comme ça. Et donc cet objectif de rentabilité hors acquisition marketing, il est assez court terme. C'est Ouais. un objectif à 12-18 mois maximum. On s'en rapproche très vite parce qu'on Ah a ouais, une d'accord, bonne ok. Donc croissance. c'est quasiment demain. Ouais, on a le seuil hors acquisition marketing de rentabilité pour nous, il est à 200 millions d'AUM. Ok. On est à 100 millions d'AUM et on était à 45 millions au début de l'année. Donc on est sur une trajectoire où Ouais, tu as une croissance ça va être assez rapide, qui est quoi, extrêmement si forte, la quoi. croissance continue comme ça, ouais, clairement. Comment tu gères avec tes équipes en fait cette croissance violente? C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est quoi? Je dis n'importe quoi, certainement, mais est-ce que c'est 5 millions un nouveau gestionnaire? Est-ce que c'est quoi tes grands métriques par rapport à ça? Parce que du coup, en fait, pour gérer ça, il faut des gens en face. Complètement. Euh, On a, je pense, anticipé un peu le staffing. ok, Donc on n'a pas, là on a une trentaine. ok. Pour gérer 1 milliard, donc 10 fois plus, on n'aura pas du tout besoin d'être 10 fois plus. Je pense que 2 ou 2 fois et demi plus Ah ouais, que d'accord, ce ok. qu'on aura, ça suffira largement. Ok, Parce qu'on a un business qui est très scalable. La seule chose qui n'est pas scalable chez nous, c'est les conseillers clients et le customer care, même si on peut automatiser un maximum en ayant ouais, une FAQ qui est efficace, un chat qui est ok, efficace, ok. en communiquant les bonnes informations au bon moment aux clients. Mais tout le reste est scalable. L'équipe tech, là actuellement, il y a 7 personnes. On va monter à 10, 12, pas besoin de beaucoup plus. L'équipe investissement, gérer 100 millions et gérer 1 milliard, franchement, c'est quasiment pareil. Ok. L'équipe marketing, pareil, on l'a déjà bien staffé. Ça, c'est toi qui recrutes tes équipes? Comment tu es organisé aujourd'hui? Et puis après, on reviendra un peu sur la partie capitale, etc. C'est toi qui gères tes équipes en direct? Alors, je recrute les managers. Ok. Les autres membres de l'équipe, c'est les managers qui les recrutent. Et moi, par contre, je suis dans tous les process de recrutement. Ok. Donc, toujours D'accord. en dernière étape, je valide. Et comment tu sais que tu recrutes correctement la bonne personne? Enfin, moi, je trouve que c'est le truc les plus Ça se difficiles sent. à faire. C'est vrai? À l'odeur? C'est-à-dire que le mec qui vient bien parfumer, ça marche, ou qui a mis du déo, c'est ça? Non, non, mais c'est quelque chose qui. Maintenant, on commence à bien progresser là-dessus. On a fait quelques erreurs au début. Ok. Mais maintenant, on a un process qui est. Tu peux me parler de tes erreurs? C'est quoi les erreurs que tu as fait au début, justement, sur le recrutement? Il y a des personnes qui sont très à l'aise en entretien et qui se vendent très bien. Et il faut les tester, en fait. Donc, nous, ce qu'on Ok. a fait, c'est que maintenant, on a un business case systématique. Ok. Pas de recrutement chez Goodvest en business case. Ok. On a même des candidats qui nous disent: ah non, qui se prennent un peu pour des stars, tu vois. Non, non, moi, je fais pas de case. Bah, écoute, très bien. En ce cas, si t'es pas prêt, t'as pas la motivation pour faire un case de 2 heures pour un CDI, bah non, tu vas dans une boîte Ok. qui acceptera que, Ok. voilà, que tu ne passes pas par cette étape-là. Donc, on a pas mal d'étapes. On a un entretien de suite qui est avec des membres d'une autre équipe que l'équipe qui recrute. On passe par moi. On a prise de recommandation systématique, business case. Et donc voilà, et avec toutes ces étapes-là, on limite quand même pas mal les risques de se tromper. Et est-ce qu'il faut que ça soit des profils en fait qui exécutent super bien le job que tu vas leur confier, ou est-ce que il faut qu'ils aient aussi un partage de tes valeurs et de ton ADN, de pourquoi tu le fais, de la mission, etc. Parce que ça, c'est un vrai sujet, Ouais, tu vois. c'est presque Parce plus que important, je pense. arriver à faire fonctionner les deux ensemble, en fait, tu te retrouves avec des gens qui sont des extraterrestres quelque part. Puisque c'est un business nouveau, on en a parlé tout à l'heure, avec des nouveaux talents, etc., sur lesquels il n'y a pas d'école de formation Mm, mm. autour de ça. Il y en a sur la finance, mais qui n'ont peut-être pas l'approche que toi tu pourrais avoir et cet ADN une logique qui est positive pour la planète, tu vois. Donc, ouais, qu'est-ce qu'il faut, c'est quoi dans les deux, comment tu arrives à faire cette balance? Alors nous, c'est important qu'il y ait au moins pas une opposition avec nos valeurs. Ouais, C'est-à-dire qu'on va pas forcément chercher quelqu'un qui est vegan, qui se balade qu'en vélo, sinon voilà, ok, on a perdu, on trouve plus personne ouais, qui correspond exactement au poste et qui respecte ces valeurs-là. Par contre, il faut qu'il y ait une sensibilité pour la mission, il faut qu'il y ait une motivation. Et pour moi, la motivation et la passion pour le job, elle est plus importante même que les compétences, parce que les ok. compétences, on peut les acquérir à condition d'être motivé. Dans l'autre sens, si on a les compétences et qu'on n'est pas motivé, et on va amener un mauvais esprit dans la boîte, on va même créer de la friction parce qu'il y a certaines personnes qui sont très motivées et qui vont pas accepter qu'il n'y ait pas le même niveau d'engagement. Et donc pour moi, le plus important, ça va être ça. Ouais, d'accord, ok. Compris. Je reviens sur ton capital. Tu disais que là, tu es sorti d'une levée de fonds 10 millions. Les gens qui ont investi chez toi, en tout cas les investisseurs, c'est des gens qui sont aussi passés dans ton filtre? Alors, on n'a pas le même filtre, mais on est cohérent. Ça veut dire que notre fonds lead, donc qui a mis le plus gros ticket au dernier tour, c'est Ring Capital. Et Ok, donc c'est un fonds impact, ok, qui est CFDR 9, qui est entreprise à mission, qui est labellisé B Corp, qui fait vraiment que de l'investissement impact. Donc ok.
c'est logique, on n'avait même pas eu besoin de se mettre un filtre. Et pour nous, c'était important d'avoir un fonds à impact qui rentre au capital. Donc, on a également Polytechnique Ventures, qui est le fonds de l'école Polytechnique. C'est pas un fonds à impact, mais c'est un fonds forcément de l'école Polytechnique, donc qui est très scientifique. Ok. Et pour nous, la partie scientifique, elle est très importante aussi, elle fait partie de nos valeurs. Donc il y avait aussi une logique là-dessus. Tu as cité le label Bicorp. Tu peux nous parler de ces labels RSE aujourd'hui, en fait, moi, j'ai l'impression qu'on se perd. Il y en a beaucoup. Et ça permet surtout à certains, en fait, d'afficher en haut de leur bâtiment, en fait, un label RSE, alors qu'en fait, ils ne sont pas engagés dans une vraie démarche. Toi, pourquoi tu t'es engagé là-dessus, sur un label? Et est-ce que tu peux nous défricher un peu ce que c'est, là, cette jungle des labels RSE? Oui, alors les labels, c'est très compliqué. En plus, il y a les labels en finance, Ouais, label des fonds, ISR, ouais, ISR, Greenfin. ouais, tout à fait. Ça, donc, Tu peux oui, rappeler d'ailleurs ce que c'est le label ouais, ISR? bien sûr. Donc, il y a plusieurs labels qui permettent de déterminer si un fonds est durable ou non. Il y a le label ISR pour investissement socialement responsable, qui est le principal label en France, qui d'ailleurs est assez ancien. Il a quasiment 10 ans. Il était très critiqué parce qu'il n'excluait pas les énergies fossiles. Et jusqu'à présent, il n'y avait quasiment pas de critères pour être labellisé Ok. ISR. Donc, ce qui montre que Incroyable tous les d'ailleurs, labels ne sont c'est pas sérieux. hallucinant. Ouais. Et il a été tellement critiqué qu'il a été réformé. Ok. Et donc, depuis un an quasiment, il y a une exclusion quasi complète des énergies fossiles dans ce label. Est-ce que ça veut dire que tous les fonds qui ont ce label sont parfaitement verts? Pas forcément, parce qu'il n'y a pas non plus de respect de l'accord de Paris, il n'y a pas de prise en compte de la biodiversité. Mais au moins, on sait qu'on évite les pires cas de greenwashing avec cette exclusion. Il y a aussi le label Greenfin, qui lui est beaucoup plus centré vers la transition écologique. Il y a plein de labels, label Finansol qui est sur la finance solidaire, il y a des labels étrangers. Donc, il existe beaucoup de labels. Ça, c'est pour la finance. Après, il y a d'autres labels comme le label Big Corp Ouais. qui vient labelliser les sociétés. C'est un label qui est assez intéressant parce qu'il t'oblige à faire une analyse complète de tous les leviers d'impact dans ta boîte. Ok. Donc, je ne dis pas que tous les acteurs qui sont labellisés B Corp sont les acteurs parfaits, parce que parfois tu peux voir des boîtes, tu te dis, ah, ils sont labellisés B Corp, c'est marrant. Mais en fait, au moins, ils ont fait la démarche d'analyser et ils ont fait énormément de challenger. Et donc, c'est un signe de bonne volonté Ok. pour le label B Corp. Et on aime bien cette démarche. Et donc, pour nous, y adhérer, c'était logique, même si c'est pas parce que Goodvest est labellisé B Corp qu'on a une méthodologie d'investissement qui est la meilleure en termes d'investissement responsable. C'est plutôt une démarche encourageante qui montre qu'on s'est challengé, pas seulement sur ce qu'on propose chez Goodvest, mais comment est-ce que la boîte elle Ouais, fonctionne bien en sûr. interne, en termes d'égalité des genres, en termes de diversité, en termes de recrutement et en termes de bilan carbone en interne, etc. C'était rassurant. C'est rassurant aussi. C'était un moyen de rassurer aussi tes clients, de dire en fait j'ai un label et c'est quelque chose qui t'a permis en tout cas de pouvoir en convaincre certains. Alors, je pense pas que c'était l'élément déterminant, Ok. ou alors vraiment pour très très peu Mm. de nos clients. Par contre, c'est toujours un élément de réassurance en plus. C'est OK, effectivement, bah, ils sont labellisés B Corp. Ça met la puce à l'oreille et au moins ils vont creuser un peu plus Ouais. que juste aller sur le site internet et passer 5 secondes. Là, ils ont vu, OK, ils vont sur le site internet, ils voient B Corp, ils voient telle récompense, ils voient tel partenaire. Et là, ça va leur donner envie de Ouais. creuser en fait. Ok. Moi j'ai envie de te poser une question, mais qu'on a dû te poser peut-être plein de fois. Euh, Ça paraît hyper classe ce que tu fais. Genre, t'es un Superman de l'écologie avec une boîte qui est en croissance, etc., sur des choses qui sont à impact. Euh, Qu'est-ce qui marche pas chez Goodvest? Ou en tout cas, qu'est-ce que tu fais de pas bien? Est-ce que tu es humain? Est-ce que c'est la vraie vie, en fait, d'arriver à faire tout ça? Parce que une boîte qui est en croissance, qui se développe, qui au bout de quelques années, en fait, va réussir à devenir rentable, qui lève des fonds, etc., on se dit que l'histoire, elle est super belle. Et parfois, quand l'histoire, elle est belle ou trop belle, Est-ce on qu'il se y a des dit, est-ce mensonges, qu'il y a un des truc qui est secrets? caché derrière? Ouais, ouais, carrément. Tu vois, c'est ça. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait? Est-ce que t'en chies, en fait, au quotidien? Est-ce que Oui, c'est dur? Ouais. on a eu quelques échecs. J'avais même fait une série de posts LinkedIn là-dessus. Pour notre seed, on avait un investisseur lead qui devait investir 1 million d'euros, donc la moitié du tour de notre seed, qui était de 2 millions d'euros, qui, 3 jours avant le closing, c'était un 21 décembre, 3 jours avant Noël, le closing devait être le 24 décembre, juste avant les vacances de Noël en fait, Ce qui aurait été un super cadeau pour toi, en ce plus. qui aurait été un super Ouais. cadeau. Mais là, tu as deviné ce qui allait se Ouais, passer. ouais. M'appelle, c'était le jour où je partais en vacances, j'avais pas pris de vacances depuis plus de 2 ans. M'appelle et j'entends là, au timbre de la voix de mon interlocuteur que ça allait pas bien se passer et qui m'annonce qu'en fait il dropait le deal. Donc on avait 4-5 semaines de trésorerie devant nous. Ok. On avait recruté nos 5 premiers CDI, on avait nos 400 ou 500 premiers clients
Et là, il m'annonçait en fait que la probabilité de survie de la boîte passait de 100 à 10%, quoi. Ouais. Pour des raisons qui étaient lunaires, qu'ils auraient pu donner dès le premier jour de discussion en disant, bah écoutez, les trois raisons, c'était la marque va être compliquée à faire connaître, et notoriété encore naissante. En même temps, c'est un fonds de seed, hein, donc c'est rare d'investir dans une boîte qui a OK. la notoriété de Ouais, L'Oréal ouais. au bout d'un an, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, deuxième raison, c'était crainte sur la hausse du coût d'acquisition client. Ah oui, c'est effectivement possible, c'est un risque, hein, quand on investit dans une boîte qui fait de l'acquisition, que le coût d'acquisition il augmente. Ça, c'est clair que c'est un risque. Et troisième raison, ça c'était la meilleure, on ne pense pas pouvoir vous apporter suffisamment. On pense qu'on n'est pas le bon fond pour vous, quoi. Incroyable. Ça voudrait Donc, dire qu'en plus, je fais juste une aparté là-dessus, ça voudrait dire qu'en fait, les fonds auraient un véritable impact dans les boîtes, à part l'impact financier. Enfin, tu vois, c'est quand même assez ils incroyable. peuvent essayer d'aider, mais en tout Ouais, cas, c'est ça, ouais. c'est pas C'est pas eux qui lisent la boîte, c'est normalement, pas eux c'est qui pas eux qui lead la la dirigent. boîte, Ouais, ouais. effectivement. Ouais. Et donc voilà, donc on a eu des échecs, on a eu des moments très difficiles, et là on a eu un coup de chance, on a réussi à sécuriser un prêt bancaire en utilisant la LOI de ce fonds, qui au final nous avait droppé. Ok, On avait un accord bancaire qui était conditionnel à la levée, et puis on a la banque, et on appelait la banque nous a dit, bon, c'est quoi, on vous fait quand même le prêt. Pour, ok. Ah ouais, très cool. ah oui, c'était c'était Ah ouais, carrément, vraiment c'était quoi comme banque? exceptionnel. C'est le CIC. Ok, cool. J'en fais En un tout cas, petit coup de pub. ouais, big up. CIC, c'est une banque qui prend beaucoup de risques pour les entrepreneurs. Ok. Et donc bon, après, c'était garanti par la BPI. Ouais, bien sûr. Mais voilà, donc ils ont pris les risques, ce qui nous a donné quelques semaines de plus Ok. pour réussir à convaincre les autres investisseurs de rester sur le deal, Ok. alors que l'investisseur lead était parti. Et ils sont tous restés. Ah ouais, d'accord, ok. Ils sont tous restés. Je pense qu'il y en avait un de plus qui était parti, on perdait tout le monde, hein, mais ils sont tous restés. Et après, on a réussi à trouver d'autres investisseurs qui étaient sûrement bien meilleurs que le fonds qui nous a droppé. Parce que c'était Polytechnic Ventures et ALM Innovation, qui est le fonds Ok. d'innovation d'AG2R à la mondiale. Ok. Donc bien plus solide et avec une bien meilleure réputation. Et donc, on a réussi à faire avancer les choses. Mais donc, effectivement, quand on voit la trajectoire 0 à 100 millions en 3 ans, on peut dire, ah, c'est incroyable, tout était facile. En fait, des choses comme ça, il y en a 10 autres, hein, qui sont arrivées. C'est juste qu'on Ouais, communique un peu dessus parfois pour faire un Ouais. peu de storytelling, Ouais. mais on ne peut pas non plus communiquer Bah, dessus à chaque fois qu'il y a un Moi, problème. je trouve que c'est vachement intéressant de parler de ces problèmes parce qu'en fait, autrement, ça donne une image qui n'est pas tout à fait la réalité de ce qu'on Bien fait. Et je crois beaucoup en fait à la sincérité de ce qu'on renvoie aussi et que C'est toujours plus facile de la rajouter après coup. Ouais, ouais, Moi, je l'ai exactement. raconté au bout de 2 ans. Je pouvais pas le raconter juste après. On m'a dit, Ouais, ah, il y ouais. a un fonds qui nous a droppé, parce que tous les autres fonds allaient se dire, ah, punaise, Ouais, ils les ont complètement. droppés, bah, peut-être qu'il Ouais. faut aussi les dropper, quoi. Ouais, Donc, complètement. Et du coup, ça t'a obligé de te diluer au départ. C'est quoi quand tu montes cette boîte-là, tu as des associés comment ça se passe? Tu peux m'expliquer un petit peu bien sûr. le capital et l'organisation de ta boîte? Donc moi, je suis à l'origine vraiment de l'idée de Goodvest. J'ai eu une première associée pendant le master qui finalement n'a pas décidé de rejoindre le projet et aller en VC. Ok. Et ensuite, j'ai fait un peu un casting de mon associé idéal. Que toi, Et tu as fait. donc, Tu as cherché ton associé ouais, idéal. j'ai Ah ouais, cherché mon incroyable. associé. J'en ai vu 3-4. Et j'en ai un en fait qui est un ami d'amis qui m'avait contacté dès le début du projet Goodvest et qui m'avait dit, écoute, le projet Goodvest, c'est un super projet. Ça m'intéresserait vraiment de démissionner, de quitter KPMG pour te rejoindre. Ce qui était une bonne preuve de confiance Ouais, et complètement. d'engagement et de motivation. Quand on sait la difficulté de rentrer chez KPMG et que par là où il a dû C'était le passer pour Covid faire en ses plus. stages, etc., en plus Covid. C'était le Covid, Ouais, ouais. donc c'était une bonne planque. Ouais, Et donc là, il a démissionné et il a rejoint le projet. Donc c'est Antoine Beneteau, donc c'est mon associé qui est le CTO Ok. de Goodvest, et moi Ok. je suis le CEO. Et 1 an et demi plus tard, on a recruté une late founder qui Ok. est la CMO, qui s'appelle Aurore Pinon-Jacques, et donc qui drive toute la partie vraiment acquisition, communication de Goodvest, qui est très centrale parce que un de nos principaux enjeux, c'est de se faire connaître, quoi. Ouais, complètement, ouais. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes 3 et votre part dans le capital, comment ça marche? Aujourd'hui, alors, et on a aussi un point qui est assez important, c'est qu'on a tous les CDI du Goodvest qui sont Ok. actionnaires de Goodvest. Ok. Moi, c'est un truc le partage de valeur qui me tient vraiment à cœur. Et donc, on a tous les CDI qui sont actionnaires. Donc, aujourd'hui, les associés plus l'équipe, c'est plus de 60% du capital. Ah ouais, donc vous avez gardé la majorité du Donc, capital. on a gardé la majorité du capital. Ok, tout à ça fait. c'est très bien. Ok. C'est-à-dire que les fonds aujourd'hui, tu as encore de la place. Si demain tu veux continuer, en tout cas, ta croissance, ton développement, en tout cas, ce que je lis, c'est que si demain tu deviens rentable, ça sera encore d'autres choses. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ok, compris. Euh,
On en parlait tout à l'heure pour l'intro quand je t'ai expliqué un petit peu ce que c'était ce podcast. C'était un podcast qui parle de croissance. Et dans les croissances, il y a effectivement comment on fait progresser sa boîte, mais comment aussi personnellement on progresse et comment on fait progresser ses équipes. Toi, aujourd'hui, euh, c'est un apprentissage quotidien, j'imagine, ta Ouais, boîte. En complètement. plus, sur un secteur qui est en pleine révolution. Euh, c'est quoi tes moyens que tu as, toi, pour arriver à, à être plus performant, à être plus efficace? Parce qu'en plus, le sujet de la performance, c'est un sujet qui est lié quand même à ta boîte. Tu as besoin d'avoir une performance économique dans les fonds, en tout cas, ou dans lequel tu vas placer l'argent de tes clients. Et donc, toi, comment tu arrives à être plus performant au quotidien et effectivement à faire comme ça une croissance exponentielle et pour donner le modèle à tes équipes? Je pense qu'il y a le point central, c'est une remise en question permanente. Ouais. Essayer de régulièrement s'auto-analyser, se faire coacher. Toi, tu te fais coacher. Je me fais coacher un petit peu, Ok, ouais, d'accord. complètement. Euh, c'est en fait le coach de chef d'entreprise, c'est un peu une sorte de psy qui Ouais, va t'aider à prendre du recul et à t'auto-analyser et à prendre ok, le temps de le faire parce que tout seul, tu le fais mais tu le ferais pas vraiment. Tu passerais pas une heure et demie de ton temps à te dire ok, alors, il y a telle situation qui s'est passée ou qui va se passer. Comment est-ce qu'il faut réagir, comment est-ce qu'il fallait réagir. Et donc je pense, c'est de, oui, et là, ton coach, si on reste 2 secondes là-dessus, ouais. comment tu l'as choisi et sur quel sujet tu voulais qu'il t'aide? Euh, En fait, j'ai plusieurs personnes qui me coachent, certaines de manière vraiment organisée, où j'ai un coach que je Ok, vois régulièrement, et d'autres où en fait c'est des entrepreneurs que je fréquente, des mentors. Et en fait, ils ont chacun leur sujet. C'est-à-dire que j'en ai un, c'est un expert qui va accompagner la boîte en général. Et c'est Arnaud Giraudon. ok, C'est le fondateur c'est un des fondateurs de Fortuneo, ok, qui a dirigé Compte Nickel, Suravenir, Louvre Banque Privée, donc qui a une très bonne expertise B2C épargne. ok, Donc lui, il coach Goodvest en général, donc on fait des ateliers avec lui régulièrement. Donc lui, il est plutôt sur la partie métier. J'ai un autre coach qui est plutôt coach de dirigeant, donc il me coach moi, mais aussi un petit peu Antoine, Aurore et certains managers quand il y a des besoins. J'ai un autre coach qui est entrepreneur, qui est ok. plus sur la partie, plutôt sur la partie RH, etc. Donc plusieurs coachs pour chaque sujet, on va dire. Et ça, c'est hyper intéressant que tu nous partages ça. Ça veut dire que tu identifies qu'en fait, il y a des choses sur lesquelles il faut que tu progresses et donc tu organises en fait ton progrès pour être dans une logique d'apprentissage, c'est ça, hein? Complètement. Euh, Puis on est meilleur à plusieurs en fait, hein. La prise de décision, au final, elle me revient, mais ça me permet vraiment de pas rester aussi qu'au sein de la boîte où on est hmm, toujours avec les mêmes personnes, etc. Et de sortir et d'avoir des points de vue extérieurs de personnes qui sont parfois totalement indépendantes et qui n'ont ok. pas d'intérêt financier dans la boîte. Et ça permet d'avoir une ouverture d'esprit qui est super importante pour prendre des décisions. Et sur ton métier de base, c'est-à-dire sur la finance, c'était pas forcément tes études, t'as pas fait des études dans la finance, mais et du coup, comment tu as appris ça? Comment tu as appris le fonctionnement? Comment tu as réussi à te dire, en fait, je vais devenir un spécialiste de ces sujets? Bah, sur le tas, et surtout, je pense que j'ai pas la prétention de me dire que je suis le spécialiste de Ok, l'investissement ou de l'investissement vert. J'ai une équipe qui est en charge de ce sujet-là, qui a analysé 8000 fonds, qui parle avec des centaines de sociétés de gestion tous les mois, qui suit l'actualité, qui fait des tables rondes sur le sujet. Et c'est les experts investissement responsables de Goodvest. Et moi, évidemment, j'ai plus que les bases, mais je ne suis pas l'expert. On peut pas être l'expert dans tous les sujets. Goodvest, c'est une boîte qui fait de l'acquisition du marketing, c'est une boîte tech, c'est une boîte qui fait de l'investissement responsable, c'est une boîte qui fait du conseil. Et, euh, et dans chacun de ces segments, il y a une personne qui est meilleure que moi chez Goodvest. Et je pense que c'est la meilleure manière de faire, quoi. ouais, d'accord, ok, compris. Là, dans ces quelques années aujourd'hui où tu as réussi à faire passer de 0 à 100 millions sous gestion, c'est quoi les erreurs que tu as faites et que si c'était à refaire, tu ferais différemment ou pas les faire? Globalement, ça s'est plutôt bien passé, donc c'est difficile de dire ce qu'il faudrait faire Ouais. différemment. Euh, je pense que ce qu'on aurait pu faire de mieux, c'est mettre encore plus tôt l'accent sur la communication et le marketing, où on a recruté Aurore donc au bout de 1 an et demi. Et en fait, on aurait pu avoir quelqu'un Day One pour gagner 1 an de très bonne communication et de notoriété. Ok. Bon, c'est pas une erreur non plus catastrophique, ça s'est bien rattrapé. Euh, non, je pense que c'est le principal point qu'on aurait pu faire différemment, à mon avis. Et justement, là, sur ces sujets de marketing, aujourd'hui, en fait, moi, c'est une question que je me pose. Tu parlais qu'en fait, une de tes missions, en fait, c'est d'éduquer, c'est ça? Ouais.
tes clients, d'une part pour qu'ils viennent travailler avec toi, mais quelque part aussi c'est une logique de mission, hein, te dire en fait si on Complètement. éduque sur ces sujets-là. Euh, Comment c'est organisé chez toi la création de contenu et comment toi tu fais en sorte aussi de scaler ce sujet-là? Alors, on a une équipe de 5 personnes en marketing en CDI, Ah ouais, donc c'est une plus grosse des équipe quand même. alternants. Ça a bien Ouais. grossi parce qu'on était Sur 30 personnes, ça fait une belle ouais, équipe, ouais. et ils étaient que 2 au début de l'année. Ah Donc oui, d'accord. on a bien grossi. On avait l'ACMO, et on avait Diego qui est notre growth manager. Ok, Et maintenant, on a recruté une responsable acquisition, un responsable communication, un responsable direction artistique. ok, On a également un alternant qui est monteur, et une alternante qui est community manager. Et on va continuer à recruter parce qu'on a une vraie logique de contenu. Puis on fait appel à des freelances en plus depuis le début. ok. Notre vision, c'est qu'on essaye d'internaliser quand même pas mal, Ok. toujours en faisant appel à des prestataires externes sur des choses qui sont bien précises. Mais le centre, on va dire, de notre Par exemple, c'est quoi comme prestataire auquel tu fais appel? bah, on fait appel par exemple à parfois à des freelance monteurs Ok, quand on doit monter beaucoup de contenu et que ça suffit pas ce qu'on a en interne, des rédacteurs aussi, ok. SEO, qui travaillent avec nous depuis longtemps, et donc qui sont spécialisés sur le sujet pour produire plus de contenu en fait. Donc Ok. c'est pas Ça, c'est toi qui lead ce sujet-là. J'ai bien compris qu'il y ouais, avait. Mais c'est toi qui lead quand même ce sujet-là, qui donne la direction? c'est Aurore et moi. Ouais, d'accord, ok. On est vraiment travaillé en binôme là-dessus parce que c'est un sujet central qui m'intéresse énormément et où j'ai pas mal d'idées là-dessus, mais c'est elle Ok. qui va piloter derrière la mise en place. Et c'est quoi tes modèles autour de ça? Autour effectivement du contenu pédagogique, pas forcément sur la finance, mais tu vois, est-ce qu'il y a des choses, il y a des gens qui t'ont ouvert la voie, qui ont ouvert la voie en fait, qui t'influencent? Ouais, sur plusieurs segments, je pense que sur la partie vraiment, on va dire, un petit peu activiste, mais surtout leader d'opinion, il y a Ouais. Eva Sadoun, Ok. qui est la cofondatrice de Lita, Ok. qui est très impressionnante parce qu'elle a réussi à vraiment se tailler une image de leader d'opinion sur le sujet, qui passe dans les plus grands médias, etc. Je pense qu'il y a aussi Arthur Aubeuf, plutôt pour la partie communauté, qui a créé Team Force the Planet, qui est un Hmm. énorme mouvement. Ouais, qui est C'est incroyable. Ouais. qui a plus de 100 000 associés. Donc, très grosse capacité à fédérer. Donc, il y a plein d'exemples. Franchement, il y a énormément d'exemples. Je pense à ces deux-là parce qu'ils sont dans des secteurs qui sont assez proches. Ils sont, ils Hmm. sont aussi dans la finance verte, en fait, Ouais, même tout si à c'est fait. Ouais. assez différent de ce qu'on Ouais, fait. complètement. Et voilà. Parce que ça, c'est aussi, je trouve que c'est une forme de, quelque part, de révolution aujourd'hui, la manière dont on communique pour faire de l'acquisition client. C'est-à-dire que ça répond à différents enjeux. Il y a encore quelques années, je pense que en fait, tu aurais acheté un peu de partout des espaces et des ads, Mhm. etc., pour faire venir des clients à toi. Aujourd'hui, cet investissement, tu sais combien il te rapporte? Tu sais quels sont les leads qui sont générés directement? On sait, on essaie de le mesurer le plus possible, Ouais, même si c'est compliqué. Tout ce qui est SEO, blog, c'est ouais, facile à mesurer parce qu'on a des liens qui sont traqués. Et donc, on sait que c'est rentable. On sait que c'est du long terme aussi. ok, Et on sait que ça apporte de la confiance. ok, Et l'épargne, c'est ce qui est vraiment central dans l'épargne, l'investissement, c'est la confiance. On a des clients qui nous confient toutes leurs économies parfois. Et donc, il faut que la confiance, elle soit vraiment au maximum. Et faire du contenu, éduquer, montrer pourquoi on est solide, c'est mieux que faire que de la publicité où en fait n'importe qui pourrait créer une ads sur Facebook Ads ouais, bien et sûr. puis la balancer, quoi. Ouais, carrément. Et donc, du coup, aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure de tes deux canaux d'acquisition, c'est-à-dire que c'est la partie pédagogique que tu fais. Tu sais s'ils vont s'équilibrer, c'est quoi tes objectifs? C'est que demain, tu disais, en fait, arrêter complètement les ads. C'est-à-dire que. Ouais. Non, 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 on n'arrêtera jamais les ads parce que c'est un moyen de, quand Ok, tu fais une publicité radio, bah, tu touches 300 000 personnes que tu n'aurais pas forcément touché s'ils étaient que sur YouTube, LinkedIn ou via le bouche-oreille. Donc ça, c'est un moyen de générer la notoriété, mais je pense que le payant, donc les ads, ça va être de plus en plus pour la notoriété ok, et le retargeting, donc vraiment le haut ouais, et ouais, le bas de funnel. ok, Et au milieu, ce qui est vraiment pour plutôt de la réassurance, la conversion, bah, le contenu il est central et souvent en fait ça va de pair, quoi. ok. On va générer la notoriété avec des ads, les gens vont nous avoir en tête, ils vont commencer à continuer à consommer notre contenu et à la fin ils vont être retargetés, ils vont voir qu'il y a un nouveau produit qui vient être lancé en ads et là boum ils vont convertir. Ouais, donc tu fais du top of mind, en tout cas, sur ces sujets-là. C'est ça. Et pour avoir comme vocation après-demain, en fait, qu'il y a que ça fonctionne que comme ça. Ok, j'ai C'est bien. super important. Le Ouais, top ouais, of mind, on veut être Hmm. la référence de l'investissement responsable. Et c'est on a choisi une niche hein, parce qu'effectivement, on s'adresse pas, contrairement à nos concurrents qui peuvent bah, viser tous les épargnants, nous, on Ouais, bien s'adresse pas sûr. à tout le monde. On s'adresse aux personnes qui ont au moins une petite sensibilité Ouais, environnementale. Et donc, ça nous les élimine peut-être 20% de ouais, la ok. cible. Mais par contre, pour les 80%,
Et surtout pour les 30% qui veulent vraiment, vraiment investir de manière responsable, on est une évidence. Et Ok. c'est ceux-là qu'on vise le plus. Et c'est vraiment ça notre stratégie. Et comment t'es vu, toi, par les activistes, par les gens qui sont autour de ces sujets-là, en fait, extrêmement présents et mobilisés? Comment t'es vu? Tu discutes avec eux? Tu as un Complètement. feedback? Ouais, Plutôt très bien, surtout par ceux qui sont spécialisés dans le domaine. ok, Par exemple, il y a une ONG qui s'appelle Reclaim Finance, ok. donc qui est une ONG qui est spécialisée sur faire changer l'industrie financière. Donc, elle va challenger les banques, les sociétés de gestion, etc. Et donc, on échange énormément avec eux, on travaille avec eux. Ils ont publié une étude qui a été publiée en juin sur les assurances vie, l'exposition des assurances vie aux énergies fossiles. Ok. Et on est ressorti comme l'assurance vie la moins exposée aux énergies fossiles. C'est normal parce que c'est notre travail, c'est ce qu'on fait. Et donc on est plutôt bien vu. Alors, c'est toujours les acteurs qui veulent rester le plus indépendants possible, heureusement. Mais en tout cas, on a des échanges avec eux qui sont réguliers et ils apprécient clairement la démarche, ça c'est sûr. Et pour les activistes qui sont plus, eux, de terrain, qui font pas partie de ton secteur d'activité, quel regard ils ont justement sur la partie financière et sur le fait de faire de la finance verte? Bah, malheureusement, c'est pas encore le secteur sur lequel ils sont le plus concentrés. Ok. Alors certains y vont, mais ils vont plutôt chercher à rester sur des secteurs qui sont plus faciles d'accès, on va dire, ou qui sont peut-être plus évidents, comme par exemple l'industrie pétrolière, le Hmm. transport, l'aérien, parce que c'est des sujets qui parlent peut-être encore plus facilement au grand public. Donc ils commencent de plus en plus à aller vers des sujets financiers, mais pas énormément, donc on n'a pas énormément d'occasions d'échanger avec eux. On a des échanges avec certains, mais pas avec tous encore. Ouais, c'est incroyable parce qu'en plus, l'industrie financière, c'est quand même une industrie comme les autres. Et c'est une industrie qui est extrêmement polluante et qui a un impact majeur. C'est ça qui est assez fou. C'est-à-dire C'est que. ce qui finance l'économie, euh, donc c'est euh, le secteur qui a le plus d'impact en Après, je fait. ne dis pas qu'il ne faut pas aller se mobiliser concernant des projets qui sont physiques, qui se mettent et qui mettent en danger Mais ils la sont financés ces projets biodiversité. en fait. Mais exactement. Ils sont financés. Et donc, du coup, de travailler, en tout cas, en étroite collaboration avec toi, ça permettrait de faire bouger les lignes beaucoup plus rapidement. Complètement. Parce qu'en fait, c'est quand même le moteur de l'économie, c'est quand même l'argent. Et si effectivement, la promesse déjà des gens avec qui financent, c'est de faire de cet argent, en tout cas, des Ouais. industries vertes, bah, c'est beaucoup plus intéressant. Et le petit frein qu'on a aussi, c'est Mm. que tu le disais au tout début de l'interview, bah, l'argent c'est tabou Ouais, en complètement. Ouais, France. tout à fait. Ouais. Ça devient un peu moins, et plus on va expliquer en fait comment ça fonctionne, Mm. moins ça va l'être. L'argent c'est pas mal, c'est pas bien. En fait, c'est Ouais, juste un moyen. ouais, tout à fait. Et donc, ce Entièrement qui d'accord. compte, c'est la manière dont tu l'utilises. Il y a beaucoup de personnes qui pensent en fait l'argent c'est mal, Ouais, ouais. le capital c'est mal. Les gens qui confondent capital et capitalisme, c'est pas la même chose. Ouais. Ça dépend vraiment de la manière dont c'est utilisé. L'argent, c'est peut être aussi un moyen de faire des dons. Ouais, Donc, il n'y a pas forcément un retour financier quand on parle d'argent. ouais, complètement. Et donc, c'est important de démystifier un peu ce Mm. sujet, quoi. Ouais, ouais, ça fait partie de mes combats, de mes luttes, en tout cas d'expliquer qu'en fait, l'argent, ça permet de faire plein de choses et que c'est un moyen, effectivement, et que c'est Exactement. pas une fin en soi, et qu'avec de l'argent, on arrive à faire des choses, financer des causes, faire évoluer les Exactement. gens, partager la richesse. Je dis tout le temps ça, c'est-à-dire qu'on partage pas quand il n'y a pas de richesse qui est créée. Évidemment. Et donc, effectivement, il faut de l'argent, ça, c'est évident. On a beaucoup parlé, là, tous les deux, de finances vertes. Pour toi, c'est quoi, en fait, être vert? Être vert, ce qui compte pour moi, c'est pas d'être vert, c'est de communiquer pourquoi est-ce qu'on est vert. Ok. Tu vois, j'ai ma CMO, la lead founder Aurore, qui a fait un post LinkedIn cette semaine en disant Goodvest ne fait pas de la finance verte. Bon, c'était forcément l'accroche. Voilà, Ok, on sait bien que la première ok. phrase sur LinkedIn, c'est Ouais, super c'était important. clickbait un peu, ouais. Mais voilà, mais je me suis dit, Ok. bon, ce post va être super bien écrit sur toute la suite. Ok. Parce qu'en fait, elle disait, bah, en fait, voilà, la finance verte, ça n'existe pas. Ça ne peut pas être parfait. N'importe quelle activité a toujours un impact. C'est Ce qui compte, certain. ça va être de minimiser l'impact, le rendre le plus positif possible. Euh, et donc, ce qui compte, c'est pourquoi on est vert, comment est-ce qu'on fait pour être vert. Et c'est pour ça qu'on parle toujours énormément de la méthodologie chez Goodvest. Et c'est ce qui nous différencie de tous les acteurs qui te font des publicités dans la rue ou à la radio. Investissez responsable avec tel acteur. Ok, mais why? Pourquoi est-ce que c'est responsable en Ouais. fait? Ah bah il y a le label. Ah mais pourquoi est-ce qu'il a le label? Qu'est-ce que le label? Quels sont les critères qui sont respectés? Et une fois que tu as ces critères-là, est-ce que tu peux montrer de la donnée? Est-ce que tu peux le prouver? Et c'est vraiment ça qui compte le plus pour nous, quoi. Et c'est compliqué pour toi parce qu'en fait, cette concurrence dont on parlait tout à l'heure, ils ont plus de moyens que toi pour exister en termes de marketing, pour exister en termes d'acquisition, pour exister, pour expliquer qu'eux, ils font mieux et qu'ils ont des labels, etc. Et toi, là, c'est les prochaines étapes, en tout cas pour Good West, c'est quoi? C'est de te dire, en fait,
j'ai bien compris ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je veux être la plateforme en fait reconnue, la référence pour faire de l'investissement responsable, l'investissement vert, etc. Mais c'est quoi les grands métriques que tu veux atteindre? Bah là, on a fait de 0 à 100 millions en 3 ans. Ouais, Et là, le métrique suivant, c'est de faire de 3 à 6 ans, de 100 millions à 1 milliard. ok. C'est vraiment Sous gestion, hein. Ouais, exactement, sous Ok, gestion. Ça peut paraître fou comme ça et ok, incroyable, mais en fait, atteindre 1 milliard sous gestion, c'est avoir 33 000 clients qui nous mettent 33 000 euros, en gros. ok, Ça fait 1 milliard. ok. Donc, on a besoin que de faire x3 sur le nombre de clients et que de faire x3 sur l'encours moyen par client. J'aime beaucoup ce que tu dis par rapport à ça parce que en fait, c'est factuel, c'est des chiffres, ça fonctionne. Moi, j'entends parfois beaucoup de dirigeants qui disent en fait, on va atteindre des objectifs, mais qui ne le précisent pas. Là, ce que tu dis, c'est qu'en fait, toi, c'est processé. Ouais, Tu sais ce qu'il exactement. faut faire. On va Ok, tripler l'encours par client et ok, tripler le nombre de clients. ok, Donc, c'est clairement atteignable. ok. Et je pourrais dire, on peut faire beaucoup plus, quoi. On peut aller chercher 10 milliards, ça, ce sera dans 10 ans ou un peu plus. Et bah, il suffira à nouveau de faire pareil, faire x3 sur le nombre de clients et faire x3 sur l'encours moyen par client. Ok, donc une logique de croissance en fait extrêmement claire Ouais. et processée. Et c'est pas une croissance incroyable. Faire x3, je te parle pas de faire je te parle pas de faire x10, un x15 ou un x20. Ouais, ouais. Enfin, Donc, faire x3, ça dépend d'où tu pars et de bien ce que sûr, tu fais. voilà. Le x3, quoi, tu vois. Et tu vois, quand tu euh, vois certains BP qui font du x50, là, nous, en fait, on n'a que besoin de faire x3 sur l'acquisition. Ouais, ouais, ce qui est déjà un challenge en fait à relever qui est assez incroyable. Et je voulais te poser cette question. Je te disais tout à l'heure que moi j'étais un passionné de croissance. Euh, c'est quoi toi tes tips, tes recettes secrètes, des choses en fait concernant la croissance euh, pour arriver, continuer à pousser, continuer à faire de l'acquisition ou continuer en fait à développer ta boîte, à recruter les bons talents, etc. C'est quoi les quelques clés que tu as de la croissance, en tout cas dans ton expérience, que tu pourrais me partager? Je pense que ça va un peu avec la réponse que je t'ai fait tout à l'heure sur la remise en question permanente. Bah, c'est aussi de faire pas mal de veille, regarder toujours ce qui se fait dans Ok. d'autres industries, dans d'autres pays, pour faire de l'acquisition. Donc, ça évolue en permanence, parce que tout le monde veut faire de l'acquisition. Ouais. Il faut regarder qu'est-ce qui se fait de nouveau en termes de contenu. Le contenu, maintenant, c'est devenu la norme pour faire de l'acquisition. Ça va être quoi le prochain truc? Et est-ce que ça t'aide, là, tous ces créateurs de contenu, justement, sur la finance, je pense à Filari, je pense à Trade Republic, etc., qui font beaucoup de contenu sur les sujets financiers. Est-ce que ça t'emmène aussi un peu? Ouais, quand même. En fait, on peut penser que c'est des concurrents, mais en fait, non. Je pense que plus le gâteau est énorme, et plus on fait de la pédagogie, plus les gens réfléchissent à ce sujet-là, et plus ils vont se dire, ok, bah, en fait, il faut que j'investisse, il faut que je le fasse avec un nouvel acteur parce que je suis fatigué de mon argent bancaire. Et donc après, ils vont se poser la question, est-ce que je le fais avec Trade Republic? Est-ce que je le fais avec Goodvest? Est-ce que je le fais avec une néobanque? Et donc, il faut qu'on fasse de l'éducation. Et puis, ces acteurs, on parle de Finari, tu vois, là. Ouais, bien sûr, on parle de Finari. Finari, C'est devenu un acteur, en tout cas, Ouais. extrêmement visible. Avec du contenu de qualité, il faut que je regarde. exactement. Et en faisant du contenu, il parle de nous. C'est-à-dire que là, tu vois, j'ai regardé les stories de Mounir, que je connais bien et que j'adore. Il faisait une Q&A hier sur sa page Instagram. Et une des questions, c'était je veux investir de manière verte, où est-ce que tu nous conseilles d'aller? Il a dit tout de suite, bah, écoutez, si vous voulez investir vert, faire attention à ça parce qu'il y a tel greenwashing, etc. Et voilà, moi j'ai un acteur que j'aime bien, que je recommande souvent, c'est Goodvest. Ils font ça, ça et ça. Voilà. Et donc en fait, il me fait de la pub. Ouais, Et moi, je lui fais de la pub. super, ouais, complètement. Tu vois, on s'est pas appelé pour dire avant, écoute, on fait un petit échange de visibilité, me dire, parle de moi, je parlerai de toi. Non, Et là, ça se fait naturellement. une de tes cas, c'est-à-dire de devenir une référence. Exactement. Effectivement, c'est des acteurs de ton secteur qui te recommandent. En fait, quelque part. Ouais. Alors ça peut même être un concurrent parce que tu vois, il va lancer l'assurance. Ouais, Donc ça peut être un concurrent, mais je pense que le gâteau est. Plus on est à en parler, plus le gâteau il va grossir. ouais, Donc c'est important. toi, dans ta vie perso, tout à l'heure, on a parlé de ta progression dans ta vie pro, du fait que tu as des coaching, etc. On a échangé aussi sur ta façon de recruter, sur ton équipe. Toi, individuellement, aujourd'hui, en fait, c'est quoi qui te fait lever le matin à part Goodvest? En dehors de Goodvest complètement, je pense que c'est la nouveauté. C'est découvrir de nouvelles choses, tu vois, tester de faire un nouveau sport, découvrir une nouvelle musique, aller dans un nouvel endroit. Tu fais un nouveau sport et une nouvelle musique. Ah, écoute doucement, Ouais. parce que ça prend du temps quand même, Goodvest. Hein. J'imagine. Mais oui, c'est important et en fait ça me rend plus efficace. Et tu y arrives. Tu arrives à faire du sport, tu arrives à prendre du temps en dehors de ça. Parce que la croissance, en vrai,
quand on a des croissances aussi fortes et aussi violentes, en fait, on y engage quasiment 8 ans disponible là. Enfin, Mais non, je pense pas. Parce qu'en fait, tu vas avoir des périodes où oui, tu es en train de faire un closing de levée de fonds, tu fais que ça, c'est vrai. Mais si tu fais tout le temps que ça, tu deviens fou. Tu deviens fou, tu fais un burn-out. Tu as plein d'entrepreneurs qui sont passés par là, même pas mal d'entrepreneurs faire un burn-out. Hein. Et donc, c'est important. Et moi, je suis beaucoup plus efficace quand, dans ma journée, j'ai fait 1 heure, 1 heure et demie de choses complètement différentes. Par exemple, du sport, te vide l'esprit. Et le lendemain, je sens que je fais 3 fois plus de choses que si j'avais juste fini de travailler à 22 heures et que j'étais crevé mentalement. Et donc, je pense que c'est super important de s'aérer l'esprit. Et c'est aussi là que tu as les bonnes idées et que tu prends des notes pour tiens, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse ça. Tout à l'heure, tu m'as dit que pendant les 2 premières années, tu n'as pas pris. Après, ouais, c'était une erreur. Tu vois, c'était une erreur. C'est l'apprentissage permanent. Ton retour d'expérience. Et prenez des vacances, même dans votre première année, c'est important. Pas beaucoup, parce qu'il faut quand même bosser, mais il faut en prendre complètement. Ouais, parce que les difficultés sont liées à ça. Je crois que je t'ai entendu dire que les premières années, en fait, en tout cas, je sais pas si tu es rémunéré. C'est l'argent, en fait, pas payé sur les premières années. Donc, 2 premières années, pas de vacances, pas payé. Bon, c'est difficile de partir en vacances sans avoir les moyens. J'avais appris étudiant, mais j'avais pas trop envie de complètement me dépenser. T'as commencé à le rembourser, ça y est, c'est fini. Oui, je l'ai pas. Il est pas soldé parce que c'est un prêt sur longtemps, mais pas de remboursement. J'avance bien. J'avais un petit différé, heureusement. Ok. Donc, ok, je comprends. Donc, c'est logique où en fait, toi, tu sors un petit peu de ta boîte pour aller faire autre chose. Il y avait quoi d'autre t'apprends tout à l'heure? Tu m'as parlé de tes coachs. Et toi, personnellement, il y a des choses qui te passionnent. Tu es passionné par d'autres sujets que par ta boîte? Par plein de choses, par la nature. C'est quelque chose de méga large en fait. C'est faire des randonnées à la montagne, c'est découvrir de nouveaux endroits, découvrir de nouvelles personnes, c'est super intéressant, pas forcément entrepreneur aussi. C'est quelque chose qui me passionne beaucoup d'apprendre des gens. Et je suis quelqu'un de très curieux et donc lire de nouveaux livres, voir des films, rien d'extraordinaire hein, si tu veux, mais voilà. Ok. Et tes équipes, aujourd'hui avec qui tu bosses, vous avez des bureaux à Paris, c'est ça? Ouais. Pourquoi Paris et pas ailleurs? Parce que toi tu es ici, parce que c'était... Parce que, alors, on a des bureaux à Paris, mais on a aussi, maintenant, on a de plus en plus des personnes qui ne sont pas basées à Paris, qui sont basées pas très très loin de Paris, et on leur a pris un abonnement TGV, et donc ils font de temps en temps un aller-retour à Paris, parce qu'on pense que c'est toujours important, surtout à notre stade de l'histoire, que tout le monde se connaisse bien au sein de la boîte. On est pas en full remote comme on voit. Non, on n'a personne qui est en full remote. Moi, je suis contre le full remote. Pourquoi t'es contre? Ça m'intéresse toujours ce sujet-là. Mais je pense que pour les talents, c'est pas bon. Je pense que le fait d'être un petit peu isolé, parce que t'es un petit peu isolé quand t'es en full remote, forcément, tu passes beaucoup de temps devant ton ordi. Tout seul et les visios c'est quand même pas pareil, le lien humain est super important. Je te dis pas les choses complètement quand t'es en full remote. Moi il y a plein de fois où je me rends compte quand je suis peu au télétravail mais quand j'en fais que j'aurais peut-être dit quelque chose à quelqu'un quand je suis en présentiel que quand t'es en full remote, quand t'es en distanciel et tu vas peut-être pas prendre le temps de toujours envoyer le Slack parce que bon, tu vas penser à autre chose alors que si tu vois la personne passer devant toi tu vas moi je partage complètement ça, tu sais, moi je suis pleinement dans le monde du BTP et en fait moi j'ai besoin de voir mes équipes. Alors est-ce que je fais partie des vieilles coachs, j'en sais rien, mais moi j'ai besoin de voir mes équipes, j'ai besoin de voir ce qui se passe, d'échanger avec eux autour d'un café d'ailleurs pour parler des fois de choses qui ne sont pas forcément du job mais qui en font partie de proche ou de loin. Et aussi parce qu'il y a cette logique-là de dire que nous on a des équipes qui sont sur le terrain en permanence et que j'aurais du mal avec le fait de dire qu'en fait on a nous nos équipes qui sont sur le terrain, sur le chantier avec vos clients et que nous en fait on est dans le canapé chez nous en train d'écrire nos mails ou faire nos vidéos. Il y a un truc qui me dérange, tu vois, par rapport à ça. Mais au-delà de ça, au-delà de cette logique de valeur et de partage qu'on soit tous sur la même égalité, c'est vraiment cette logique où en fait moi j'ai du mal avec ce partage uniquement en vidéo, même s'il y a plein de qualités à ça. C'est vachement bien. Mais c'est vrai que c'est un peu à contre-courant de ce qu'on entend par rapport à ça. Et t'as d'autres choses qui sont à contre-courant? Écoute, je suis pas contre le full présentiel. Le full remote, je pense que c'est quelque chose. Est-ce qu'il y a d'autres choses Non, je pense que le monde du travail évolue plutôt dans le bon sens, où on fait de plus en plus attention au cadre de travail, au contexte. Il faut que les bureaux soient ergonomiques parce que tu passes énormément de temps là-bas et il n'y a rien de pire que d'avoir mal au cou parce que tu es mal positionné.
La diversité dans les bureaux, c'est super important. Maintenant, moi, quand je vois parfois encore des photos LinkedIn où je vois telle boîte vient de faire une levée de fonds et je vois 20 mecs blancs de 30 ans, je dis, ah ouais, quand même, c'est chaud. Et t'as pas rajouté qui me fait HEC. Et qui ont fait HEC, exactement. Exactement. Et non, c'est pas possible. Ça doit plus arriver. Mais ça veut dire que c'est un choix aussi, en fait, d'apporter la diversité. Et c'est un choix qui peut être discriminant. Comment tu fais, toi, justement, pour apporter la diversité sans que ça soit discriminant? En fait, faut faire de la sensibilisation au sein des équipes. Donc, nous, on a fait dans notre dernier séminaire un atelier là-dessus où on a une responsable de la diversité chez Goodvest. Ok, Voilà, on fait une enquête anonyme annuelle qui nous permet de traquer notre progression sur les discriminations qu'ont pu peut-être vivre les talents chez Goodvest ou avant tout ça chez Goodvest. Et donc on essaie de suivre ça et la meilleure manière c'est d'essayer juste d'ouvrir l'état d'esprit des recruteurs, je pense, et des talents une fois qu'ils sont au sein de ma boîte pour que tout le monde se sente bien en postulant chez Goodvest et en étant chez Goodvest après. Parce qu'effectivement, tu vas pas faire trop de discrimination positive en refusant un candidat parce que c'est un mec blanc qui a fait HEC. En fait, si c'est le meilleur, c'est le meilleur. C'est comme ça. Par contre, il faut pas que les forces armées. C'est vachement intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que tu as deux candidats, position égale, compétences égales, expérience égale. Tu choisis la diversité? Si tout est égal, franchement oui. Si tout est égal, oui, mais c'est jamais le cas. Ouais, c'est jamais le cas parce que tu as toujours plusieurs recommandations. Un cas peut se faire être mieux que l'autre. Je suis d'accord. Donc ça m'est jamais arrivé, mais si ça arrive, j'y arrive pas, tu vois. Alors tu prends les deux. Non, mais c'est pas que j'y arrive pas à choisir, c'est pas ça le sujet. C'est qu'en fait, j'arrive pas à avoir suffisamment de diversité dans l'entreprise parce qu'on est dans un monde qui est très masculin. Tu vois, du BTP. Peut-être c'est la finance, c'est la tech aussi, c'est masculin. Ouais, c'est vrai, non, mais t'as complètement raison. En plus, c'est vrai que c'est très masculin. Et moi, heureusement qu'on a le côté durable qui nous attire. Qui vous attire du personnel. Et en fait, moi, j'ai beaucoup de mal avec ça, tu vois. On n'y arrive pas. J'ai l'impression que c'est quelque chose avec lequel ça me fait souffrir en permanence. Je me dis, en fait, on n'a pas assez de diversité, que ce soit sur nos équipes de terrain. Alors, on a quelques femmes qui font partie de nos équipes, etc. Mais en vrai, c'est quelque chose sur lequel j'ai du mal. Ça compte. Et ça, complètement. Et puis, il faut changer les mentalités, tu vois. Nos équipes, et puis tu sais, nous, les infrastructures, il faut en fait qu'elles changent aussi sur les chantiers. Accueillir une femme aujourd'hui, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vestiaires qui sont forcément dédiés aux femmes. Il y a des vestiaires qui sont faits pour les hommes. Les toilettes de chantier, c'est pas non plus adapté à ça. Enfin, il y a plein de choses qui sont difficiles en tout cas à organiser autour de ça. C'est clair. Et moi, je sais que c'est quelque chose sur lequel je me mobilise moi personnellement depuis quelques années. Donc les choses changent. Mais j'ai toujours pas réussi à trouver le hack pour que ça fonctionne. Quoi. Tu vois, je pense que c'est step by step. Après, ce qui compte, c'est d'y aller et de mettre en place les choses, de faire de la pédagogie. Ça passe toujours par là. Et d'essayer de trouver des solutions. Et effectivement, ce ne sera jamais parfait. Tu vois, tu vas jamais avoir 50% de tes gars sur le chantier qui seront des femmes. Par contre, si tu en as 20% et chez les concurrents, c'est 10%. C'est déjà exceptionnel. Quoi. On part vraiment très loin, parce que je crois que dans le BTP, j'imagine que c'est une fois 10. Vraiment très très loin. Et puis un truc assez étonnant, tu vois, de faire bouger les mentalités. En fait, quand on est dans un secteur aussi, ce qui est difficile, c'est par quoi, toi tu parlais du coup de bouger les lignes dans le secteur. Moi, c'est ce que j'essaie de faire dans mon secteur, j'essaie de faire bouger les lignes. Et tu vois, je voulais impérativement que chez nous, en fait, il y a un congé menstruel, alors qu'on appelle comme ça, ou autrement, etc. On attache de l'importance là-dessus, et en fait, les premiers retours difficiles que j'ai eus, en fait, c'était des femmes qui faisaient partie de l'entreprise. On disait, en fait, ça va être aussi quelque part de discriminant pour nous, tu vois, qu'en fait, on puisse prendre un jour de congé, etc. En fait, faire bouger les lignes dans un secteur qui est, tu vois, qui est une espèce de dinosaure dans la façon dont on travaille, en vrai, je vois que c'est compliqué. Alors, je baisse pas les bras, je continue, je pousse, etc. Mais je vois que c'est compliqué. C'est pour ça qu'il y a un vrai parallèle entre ce que tu fais dans ton secteur et ce que j'essaie de faire. C'est changer un secteur qui est très ancien. Ouais, tout à fait. Et effectivement, notre secteur, tu as quand même quand on le voit, quand on fait des events sur notre secteur, l'âge est très élevé. C'est que, tu vois, des hommes blancs de 55, 60 ans. On apporte un peu de nouveauté, mais on voit que le secteur doit être vraiment remué. Il faut remuer ce secteur parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui va. Les frais sont super élevés, il n'y a pas de transparence, il n'y a pas d'inclusion, il y a du greenwashing, il faut tout changer. Ouais, complètement.
Et tu vois, j'étais il y a quelques jours, la semaine dernière, j'étais à la Fédération française du bâtiment et je fais partie du conseil des professions. Je représente la profession des cordistes là-bas. Et en fait, autour de la table, il n'y avait que des hommes. Et en fait, tout le monde avait le même enjeu. En me disant, en fait, dans le métier du BTP, il y avait une femme. Mais en fait, tout le monde dans les métiers du BTP dit la même chose. Il faut qu'on fasse venir plus de femmes et plus de diversité. Déjà, si tout le monde le dit, c'est que c'est très bon signe. Ouais, c'est bon signe, mais en tout cas, on n'arrive pas en fait on n'arrive pas au déclic, tu vois. Parce que je pense que c'est un truc qui est plus profond. Je pense que c'est quelque chose qui vient aussi de notre société, la manière dont tu es perçu au métier, etc. Tu vois. Mais en tout cas, il ne faut pas abandonner. Et je pense que comme dans ton secteur, ça passe aussi par des obligations réglementaires. Tu vois. Et toi, aujourd'hui, est-ce que justement, sur ces éléments-là, quelles sont les tendances de ton marché sur le point de vue réglementaire? Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer? Est-ce que tu participes à ça? Comment tu vois, c'est quoi les grandes tendances du marché de l'investissement? Il y a énormément de choses qui changent sur le plan réglementaire tout le temps. D'ailleurs, c'est même pour une spécialisation, alors pour les experts qui sont, pour les professionnels du secteur qui ne sont pas pionniers en investissement responsable, c'est un cauchemar. Mais les choses évoluent au niveau français, au niveau européen. Voilà, il y a une nouvelle loi qui va désormais empêcher les fonds d'avoir une dénomination durable s'ils investissent dans les énergies fossiles. Okay. Il y a le label ISR qui a été transformé. Depuis quelques temps, maintenant, il y a une obligation. Alors, après, les obligations ne sont pas toujours respectées. Hein. Il y a une obligation pour les conseillers en gestion de patrimoine, les conseillers bancaires, les conseillers financiers, de demander à leurs clients quelles sont leurs valeurs et est-ce qu'ils veulent investir de manière durable. Donc, c'est désormais. Alors, après, c'est encore assez peu suivi hein, dans les faits, mais la réglementation évolue énormément. Après, moi, j'aime bien les évolutions réglementaires, mais faut faire attention là-dedans. On a toujours tendance en Europe à beaucoup réglementer. Il faut essayer plutôt d'incentiver que juste mettre des règles partout. Quoi. Aujourd'hui, ton marché il est français. Ouais. Tu vises d'autres ouvertures européennes, internationales. C'est un projet que tu as envie de déployer? Complètement. Moi, je pense que notre mission est valable dans tous les pays du monde, hein, donc clairement. Après, on va y aller étape par étape. On n'est pas encore rentable sur le marché français. Okay. Et une fois qu'on sera rentable sur le marché français, là, je pense que la question se posera vraiment. Okay. Mais je me demande... C'est intéressant ça comme étape, ouais. Je me demande comment est-ce qu'on aura le plus d'impact, en fait. Est-ce qu'on aura plus d'impact en se concentrant sur la France et en vraiment devenant l'acteur, pas numéro 1 de l'investissement à ça, mais l'investissement en France. Okay. Ou est-ce que c'est en étant dans plusieurs pays et pas forcément leader dans chacun de ces pays. Donc ça dépendra de pas mal de choses aussi. Comment est-ce que le monde de l'investissement, du VC va évoluer. Comment tu vois, c'est quoi les grandes évolutions? Comment tu vois ça, toi, justement, dans le secteur de la finance? Quelles sont les grandes tendances qui sortent là? Là, sur la partie vraiment investissement VC, on sait que désormais la base c'est la rentabilité. Ouais. Il ne faut pas caler tout avant. Ouais, mais forcément, tu es moins. Mais ça paraît d'ailleurs fou cette histoire. En fait, avant, la mode c'était qu'on ait des projets qui puissent se développer, grossir, etc. sans aucune rentabilité. Ouais. En fait, moi j'ai toujours trouvé ça complètement hallucinant. Ouais, en fait, une boîte, c'est fait pour être rentable. C'est incroyable d'avoir pendant si longtemps investi dans des boîtes qui en fait n'avaient pas forcément. Il n'y a même pas de perspective de rentabilité. C'est incroyable, quoi, non? Non, c'est clair. Et donc forcément, je pense que la tendance aujourd'hui, elle est moins à l'international parce que ça repousse forcément la rentabilité parce que c'est énormément d'investissement. Ouais. Donc je pense que si on va à l'international, ce sera soit une fois qu'on sera bien rentable en France, soit en étant opportuniste et en faisant des acquisitions à l'étranger. On ne part pas de zéro parce que forcément, partir de zéro, c'est ce qui coûte le plus cher. Ok, donc je suis entièrement d'accord avec toi. Tu sais, moi je fais beaucoup d'acquisitions. En tout cas, j'ai construit aussi mon groupe en faisant des acquisitions. En tout cas, en faisant intégrer des acteurs qui étaient très spécialisés et qui ont intégré le groupe. Je me suis associé avec beaucoup de dirigeants d'entreprise. Et du coup, on a construit notre groupe. Et c'est un moyen, en tout cas, d'accélération qui permet d'avoir des compétences, faire bouger les lignes. En tout cas, moi, c'est un des sujets qui me passionne. Je voulais te poser cette question-là. Aujourd'hui, on a parlé de croissance organique, comment tu as fait la croissance personnelle, la croissance de tes équipes. Là, tu m'évoques la croissance externe, qui est un projet, en tout cas, que tu aimerais bien demain évoluer. Pourquoi, aujourd'hui, une entreprise comme Goodwest ne va pas plus vite?
Parce que moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, tu as un marché qui est colossal et tu fais les choses bien. Tu sais c'est comme si tu étais le super bon élève. Et je me suis dit, il faut vraiment que je pose cette question à Joseph. En fait, pour moi, en fait, même ta croissance, elle devrait être encore plus importante que ça. Quels sont les freins de ta croissance? En fait, Même si c'est incroyable, l'épargne est, tu vois, l'épargne est peu mobile. Ok. L'épargne est peu mobile, c'est à la fois une qualité et un défaut parce que ça veut dire que les clients sont chez nous pour très longtemps, très longtemps. Ceux qui ouvrent un plan d'épargne retraite à 25 ans vont peut-être le rester jusqu'à leur décès en fait. Donc ils vont peut-être être là pendant 60 ans chez nous. Donc c'est une force, mais le revers de la médaille, c'est que ça prend du temps de faire bouger l'épargne. Ok. Et donc c'est étape par étape et il faut que les clients qui ont déjà de l'épargne d'ailleurs acceptent de fermer leur assurance vie ou bien les nouveaux épargnants qui ont des arrivées d'argent et qui souhaitent commencer à investir à chez nous. Et donc ça prend du temps. Ça prend du temps de se faire connaître parce que le temps été cher, même si on a un positionnement qui est très clair et qui nous aide à aller beaucoup plus vite que d'autres à se faire connaître. Et l'épargne est pas mobile. Donc c'est ce qui fait que on est allé que à 100 millions en 3 ans. Mais, et voilà. Mais en tout cas, ça. En fait, on est dans un modèle qui est vraiment exponentiel. Ce que je t'ai expliqué, il y a les reversements des clients. Ce qui fait que la courbe, elle est vraiment exponentielle. Et démarrer, ça prend du temps. Mais après, c'est un business qui est inarrêtable. En fait, c'est incroyable. Parce que tu as l'envers. Crash. Parce qu'en plus, tu as des revenus qui sont récurrents. Ce que tu expliques tout à l'heure, je pense Et plus que récurrent. C'est exponentiel, en fait, par cet effet de reversement. Ouais, complètement. Et sur tes modèles de croissance, c'est qui, tu vois moi, c'est des sujets qui me passionnent. Si je devais, qui c'est que tu aimerais voir à ta place demain, qui toi, en tout cas, t'as impressionné en termes de croissance, qui t'a inspiré, ça serait qui tes modèles de croissance? Mais écoute, je t'ai parlé un petit peu de deux personnes qui m'inspirent pas mal. Je pense que sur la partie communauté, Arthur Auboeuf, incroyable. Ouais. Ils ont un challenge qui est très très difficile parce que je pense que le principal, il en parlera avec moi, mais je pense que le principal frein chez eux, c'est qu'ils ont été encore plus, on va dire, généreux et éthiques que nous, parce qu'eux, ils ont carrément retiré la partie retour financier sur investissement. Ah ouais. En fait, C'est que long-termiste. c'est ça, c'est que long-termiste. Et en fait, quand tu mets de l'argent sur cette phase de planète, tu mets de l'argent pour changer le monde, mais tu n'en mets pas pour gagner de l'argent. Tu peux pas gagner d'argent. En tout cas pour l'instant. Alors chez Goodvest, tu as un double. Donc forcément, ça les aide à plus collecter. Ils ont quand même réussi à lever des dizaines de millions d'euros sur la forme quasiment de dons et auprès de particuliers, quasiment pas auprès d'entreprises. Donc il y a des entreprises qui ont commencé à investir sur cette retraite. Donc super impressionné par sa capacité à convaincre plus de 100 000 personnes à faire quasiment une forme de don. C'est 100 000 personnes, c'est des ambassadeurs. C'est incroyable. Moi, tous les gens avec qui je discute de ça, en fait, ils m'expliquent qu'en fait, ils sont extrêmement mobilisés, ils croient au projet, ils sont investis, etc. C'est peut-être aussi lié au fait qu'en fait, il y a une logique de don, tu vois. Exactement. Peut-être, tu vois, ce niveau d'engagement, tu vois, auquel tu crois, parce qu'en fait, ça te permet de défendre des idées, quelque part. Il n'y a pas la logique de dire il y a une forme d'enregistrement personnel et c'est sûr. mais c'est complètement Ils affichent encore plus leur fierté en face du groupe parce qu'effectivement il n'y a pas d'enregistrement personnel, c'est vrai. Ouais, complètement. Mais quelque part, je sais pas si quelles sont les limites de ça, mais ouais, j'entends la limite, c'est que forcément ils vont pas mettre le même montant. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça que je veux dire. Donc alors ils peuvent mobiliser des très gros montants via des entreprises, via des personnes fortunées qui vont vouloir faire des très grosses donations. Et c'est vrai que la cible la plus classique qui est, tu vois, un cadre urbain, il n'a pas à mettre 20 000 euros chez Saison de Planète, alors que il peut mettre toute son épargne chez nous. Ouais, donc c'est deux défis qui sont assez différents. Joseph, pour terminer, est-ce que il y a une question que tu aurais aimé que je te pose ou que je t'ai pas posée Tu vois, on parlait de performance. Ouais. Donc moi, je vais enfoncer le clou là-dessus. Il y a une idée reçue comme quoi investir de manière durable, ça rapporterait moins. Et en fait, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce qu'en fait, l'économie, elle est en train de se transformer. Les secteurs de demain, c'est les secteurs de la transition écologique. Alors, demain, on ne produira plus d'énergie et de charbon. Demain, la part de l'aviation dans le transport, elle va diminuer, ou en tout cas, ce ne sera pas la même aviation qu'aujourd'hui, ça c'est sûr. Le ferroviaire va se développer, l'électricité aussi. Les sources d'énergie renouvelables également. Et donc, on ne perd pas de la performance, surtout sur le long terme. Et quand on investit,
avec une assurance vie ou un plan d'épargne retraite, on le fait pour le long terme. Donc c'est pas les leaders d'aujourd'hui qui vont apporter demain, c'est les leaders d'aujourd'hui qui sont dans la transition écologique et qui vont permettre cette transition qu'on va être obligé de faire. Il y a des appels d'offres qui prennent de plus en plus des critères extra-financiers. Il y a une réglementation, on n'arrête pas d'en parler, qui est pareil, pousse de plus en plus les acteurs durables. Les particuliers aussi, ils font de plus en plus attention dans leur choix de consommation et ils sont de plus en plus attentifs au greenwashing. Et donc, tout ça fait que investir de manière durable, il y a beaucoup d'études qui le prouvent, ça rapporte déjà plus sur les dernières années que investir sans prendre en compte de critères extra-financiers. Et notre conviction chez Goodvest, c'est ça de nos clients, c'est que ça va être de plus en plus le cas à l'avenir. Ouais, c'est bien de casser en fait ces idées reçues sur le fait qu'en fait quand on va dans une direction qui est bonne pour la planète, forcément en fait c'est quelque chose qui va rapporter bon. Je pense que c'est important de le rappeler parce que les investisseurs aujourd'hui c'est là qu'ils sont. Et c'est effectivement c'est des investissements d'avenir. Ouais, d'ailleurs on voit aujourd'hui en private equity, il y a énormément de fonds verts à impact qui se montent et c'est là que les investisseurs institutionnels vont. Ouais, donc même si je vais plus loin dans ce que je dis aujourd'hui, nous on le voit au quotidien, c'est-à-dire que quand on lève de la dette pour faire de l'acquisition par exemple d'entreprise, le fait d'être dans une démarche RSE, ça nous permet d'avoir des taux d'emprunt qui sont nettement plus bas que si on ne les avait pas. Ça nous permet aussi, en fait, il y a une vraie demande autour de ça et on est beaucoup plus ouvert au marché. C'est plus simple, ça va être plus simple de se développer. Quelque part, il y a une forme d'obligation qui est en train de se transformer. Et je trouve que c'est quelque chose de très positif. En tout cas, voilà, moi je suis très content de t'avoir reçu. Merci beaucoup. C'était incroyable cet échange, j'ai beaucoup appris. Bravo pour ce que tu as fait. Et donc, road to 1 milliard, c'est ça? Et voilà, road to 1 milliard, c'est le prochain défi, exactement. Merci beaucoup, Joseph. Merci à toi. Merci.